Bonsoir et bienvenue donc à cette conférence sur jeux et écologie, c'est possible. Merci d'être là ce soir. Je suis Alexia Munoz, je travaille au centre ludique de Boulogne-Billancourt, que certains d'entre vous connaissez peut-être sous le nom de Centre national du jeu et les plus anciens ludothèques de Boulogne-Billancourt. Alors cette année, on revient faire une conférence ici sur le flip. On n'en a pas fait l'an dernier, mais on en avait déjà monté 3 précédemment. Cette année, donc, on a choisi cette thématique parce qu'elle nous semblait très importante et aussi parce que c'est quand même des questionnements qu'on peut avoir entre nous dans le milieu du jeu. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc ça me semblait intéressant et important de pouvoir en parler. Cette conférence en fait va se passer en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais proposer à mes intervenants de se présenter, de présenter ce qu'ils font. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant donc de l'éco-conception d'un jeu. Ce sera peut-être plus Florent qui parlera pas mal sur cette partie. Après, moi, comme je vous avais dit à part, n'hésitez pas à parler entre vous et à vous répondre. L'idée, c'est vraiment que ce soit... voilà. Mais ce serait bien qu'on entende quand même. Et l'idée, c'est vraiment que voilà, vous puissiez parler, ne vous restreignez pas à un temps de parole. Ensuite, on parlera plus donc, du côté du joueur. Par joueur, je mets aussi tout ce qui va être boutique, ludothèque, enfin, j'englobe tout ce qui va être justement de l'autre côté un peu du miroir. Et comment est-ce que ce joueur peut devenir éco-responsable de son côté. Enfin, on terminera par donc des questions du public auxquelles pourront répondre donc, les intervenants. Et vous, entre vous, si vous avez aussi des questionnements, si vous avez des éléments de réponse ou des choses que vous aimeriez partager, n'hésitez pas. Voilà. Donc, et puis après, je pourrais aussi répondre à des questions si vous avez des questions sur le centre ludique de Boulogne-Billancourt, après la conférence. Voilà. En tout cas, je vais juste remercier déjà les intervenants d'être là ce soir et je vais proposer à Florent de se présenter. Eh ben, bonsoir, et puis merci de nous avoir invités. Et moi, je m'appelle Florent Toscano, je suis auteur de jeux et du coup éditeur. Et la maison d'édition s'appelle Les Jeux Hopla. On a un stand sur la place du Drapeau, là, donc ceux qui veulent venir voir ce qu'on fait, ils peuvent venir nous voir. Et du coup, là, on est là ce soir parce que dès le début, on a une démarche un peu particulière, qui est en fait tout à fait normale finalement, mais a priori un peu particulière dans le développement des jeux et puis dans leur fabrication aussi. Mais ça, on l'expliquera après justement. Voilà. Hein, c'est bon ? Comme tu veux. Oui. Alors, il me semble que c'est à moi. Du coup, je me présente. Je m'appelle Sébastien Béquignon. En fait, aujourd'hui, je suis cofondateur avec Stéphane Perrin, qui est au centre de la salle, d'une association qui s'appelle Enjeux communs. Donc Enjeux communs, c'est une association en fait, qui rassemble tous les jeux de société sur la thématique de l'environnement ou du développement durable et des enjeux sociaux. Derrière, une fois qu'on a rassemblé tous ces jeux-là, on cherche à faciliter l'accès aux ludothèques, aux mairies et aux écoles, de façon à ce qu'elles aient un seul point d'accès pour pouvoir les commander, parce que généralement, ça peut être beaucoup de petits développeurs indépendants, et l'idée, c'est de leur donner de la visibilité. En fait, Enjeux communs, c'est de l'animation, de la formation, du conseil et de la création. Derrière, c'est redirigé vers des partenaires qui sont capables d'imprimer en France. C'est un peu de lobbying en général dans l'édition du jeu de société. C'est aussi un peu ce qui nous amène ici ce soir. Et surtout, ça va être tout le côté un peu pédagogique de où on en est sur le climat, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que l'on se situe parmi toutes ces choses-là. On est principalement sur Paris aujourd'hui. Nous, derrière, ce qu'on cherche à faire, on commence à planter des graines dans les différentes régions de France. C'est-à-dire, on commence à former des animateurs qui voudraient en faire un métier ou un complément de salaire. Donc du coup, c'est à moi, Kevin Jost. Alors, je suis rentré dans le milieu du jeu de société il y a quelques années comme responsable événementiel chez Yellow. Et j'ai créé, après mon départ, une agence de communication qui s'appelle Ludendi. Donc je suis c'est un peu bizarre de dire il y a une agence de communication qui vient ici pour parler d'écologie parce que normalement la communication c'est faire acheter plus aux gens, mais moi par conviction personnelle j'ai intégré une démarche éco-responsable déjà dans mon entreprise
dès le départ de mon entreprise et j'essaye d'inciter mes clients qui sont éditeurs, distributeurs, boutiques, cafés-jeux, de m'accompagner dans cette démarche éco-responsable qu'on pourra discuter et exposer un peu plus tard. Très bien. Donc on va passer donc à cette première partie qui s'intitule donc éco-conception d'un jeu. Je ne sais pas si tu veux commencer par exemple, et puis on va rebondir au fur et à mesure. Alors, l'éco-conception. Alors déjà, moi, je parle plus d'éco-conception, puisque la conception, enfin, c'est vrai que j'ai dit ça pendant longtemps, mais là, ça fait quelques temps que je parle plus d'éco-fabrication, puisque la conception, c'est quand même pour moi tout ce qui est plus en amont dans le développement. Par contre, l'éco-fabrication, c'est vraiment le fait de fabriquer de la façon la plus propre possible, en tout cas la moins sale possible, puisque dans tous les cas, c'est pas possible de fabriquer quoi que ce soit de façon propre maintenant. Pour moi, ça passe avant tout par le local. Donc du coup, on fabrique, nous, chez Hopla, 100% en France, mais vraiment intégralement pour de vrai. J'y tiens parce qu'il y a beaucoup de greenwashing un peu partout, tout le monde s'y perd. Nous, de notre côté, alors, pour le coup, on est complètement transparent et c'est vraiment 100%. Et de façon, alors quand je dis la plus propre possible, ça veut dire s'assurer des labels FSC, PEFC pour le papier, les cartons, ou alors carton recyclé si c'est possible, encore que c'est pas toujours la panacée que ça soit recyclé. Et puis les labels imprime vert, donc encre végétale, pas de solvant, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'en fait, les éléments de nos jeux sont fabriqués chez des prestataires différents, puisque du coup, les cartes sont à tel endroit, les boîtes à tel endroit, et puis même les cartes, selon les jeux, en fait, c'est pas toujours les mêmes imprimeurs, selon déjà ce qu'ils savent faire, et en plus selon leur degré d'implication dans le respect de l'environnement, en fait. Donc c'est vrai qu'on a 2-3 imprimeries là qui sont vraiment hyper impliquées, on ne pose pas que avec elles, mais on fait vachement attention à ça. Et puis les labels, pour le coup, moi, en ce qui me concerne, c'est pas c'est pas le plus important, en fait. Tout le monde s'y perd, en fait, parce qu'on comprend pas grand-chose dans le Made in France, dans comment c'est fabriqué, qu'est-ce que c'est FSC, PEFC. Alors, ce qu'il faut savoir que FSC, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais ça reste de la merde. Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de truc magique, mais ça reste malgré tout ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est que vous savez, c'est ce qui est marqué partout, en fait, quand vous achetez, il y a marqué FSC, ça veut dire que le bois provient de forêts dont les gérants s'engagent à ce qu'il y ait un maintien durable en fait, de la forêt dans tous les processus de sa gestion. Mais voilà, enfin, moi je connais des forestiers et des scieries et des tourneurs pour les différentes échelles en fait, qui travaillent tout à fait proprement et de façon responsable sans avoir les labels. Du coup, c'est vrai que j'aime bien être transparent, j'aime bien aller dans les usines, aller chez le tourneur quand il fabrique des objets en bois, etc., faire des petites vidéos, puis les mettre sur les réseaux sociaux, où les gens ils voient carrément... Enfin, en fait, c'est le joueur qui est le meilleur label, finalement, c'est pas qu'il a à croire ce qu'on fait, puisqu'en fait, il le voit, on lui montre. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube des Jeux Hopla qui dure 40 minutes, où on voit toute la chaîne de production. Il me semble que c'était pour Pom Pom et pour l'Empereur. Et déjà, la vidéo est très bien faite et ça donne vraiment envie de se dire complètement, c'est possible en fait. Ouais, c'est une vidéo très chouette, c'est peut-être un peu exagéré parce que c'est fait maison, mais en tout cas, ouais, si vous voulez voir toute la chaîne du début à la fin avec les différentes, en effet, ouais, il y a une vidéo qui dure une 40aine de minutes, c'est un peu long, mais où vous voyez à peu près tout. Ouais. Visiblement. Et oui, voilà, c'est un peu ça. Donc, quand je parle de local, c'est vraiment ce qui est le plus important. Je pense que c'est plus important de fabriquer localement que de fabriquer proprement, mais loin, en fait. Parce que les voyages, tout particulièrement les voyages en tanker, en fait, c'est vraiment une des choses les plus polluantes du monde. Et ça, c'est le truc à éviter absolument, en fait. Il y a toute la part logistique. Je ne sais pas si certaines personnes ont une boutique et ont déjà reçu une commande de leur fournisseur de jeux de société. On récupère une boîte en carton énorme, bourrée de boîtes en carton énormes, enrobées de plastique, dans laquelle il y a les boîtes de jeux en carton, dans lesquelles il y a les pièces qui sont généralement en plastique. En fait, il y a beaucoup d'étapes qu'on pourrait déjà enlever. Notamment, je pense à des startups qui commencent à vraiment se lancer comme Loop, qui font en fait des emballages zéro déchet. En fait, ils font la consigne tout simplement de l'emballage, ils livrent et quelqu'un vient rechercher la boîte plus tard. Il y a déjà des choses qui existent sur ce genre de besoins. La boîte en elle-même, effectivement, plus il y a de trajets à faire, plus il va y avoir de consommation de pétrole, il va y avoir une consommation...
à partir du moment où plus c'est loin, plus il va y avoir de dépenses d'énergie, et l'énergie, on va en avoir de moins en moins, donc il va bien falloir l'économiser à un moment. Kevin, et toi, par rapport à l'édition, en tant que... Après, moi déjà, dans ma démarche d'entreprise, j'ai intégré dans mes statuts d'entreprise plein de petits éléments. Par exemple, je refuse d'utiliser l'avion et la voiture pour me déplacer en festival de jeux ou pour aller voir mes clients. Je prends systématiquement les transports en commun. Parce que moi, dans ma démarche, c'est que certes, à un moment, il faut peut-être des décisions à plus grande échelle d'un point de vue des décisionnaires politiques, des grandes maisons d'édition, mais moi, je suis convaincu que le petit battement d'aile du papillon peut déclencher un ouragan. Pareil, le t-shirt que je porte à l'effigie de mon entreprise, c'est du coton bio. Alors, j'ai galéré à trouver un prestataire qui le fait en coton bio, ainsi de suite. Mais c'est des petits détails qui me paraissent assez importants. Pareil, quand quelqu'un me demande de dire « Est-ce que tu peux m'imprimer des flyers pour ma communication ?» Je propose toujours deux devis différents, un à base de papier recyclé, un à base de papier standard. Maintenant, c'est de plus en plus rare de trouver des imprimeurs qui travaillent avec des encres avec solvant, mais il y en a encore quelques-uns. Et pareil, pour inciter mes clients à utiliser l'option papier recyclé, j'ai tendance à marger moins sur cette option-là pour leur dire c'est pas plus cher, fais ça, et c'est hyper important de faire ce petit détail-là. Après, je ne suis pas non plus dans l'hypocrisie et de dire, ben oui, je dis encore aux gens, parfois imprimer des flyers, parce que ce n'est pas forcément plus impactant sur la planète que faire de la communication entièrement numérique qui se base sur des serveurs, qui demandent beaucoup aussi d'énergie en termes de climatisation, de stockage de données et tout ça. Mais sur tous ces petits détails-là, additionnés, j'espère que voilà, ça va créer quelque chose de beaucoup plus global. Après, moi, j'incite aussi les éditeurs avec lesquels je travaille d'être le plus transparent possible sur leur démarche. Et finalement, c'est ce que Florent fait très bien. Il dit, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je vais montrer ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a des éditeurs qui produisent en France ou en Europe de manière la plus responsable possible et qui ne communiquent pas dessus. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne un argument de vente. Il ne faut pas non plus que le joueur se dise je vais acheter ce jeu-là parce qu'il est, plus écologique ou plus éco-responsable qu'un autre. Mais c'est important de dire voilà, je me suis engagé dans une démarche, j'essaye de faire ça bien finalement, parce que c'est ça qui devrait devenir la norme aujourd'hui. Et donc, essayer de trouver un équilibre en disant voilà, appose au moins un logo sur la boîte, pour que la personne qui est curieuse et qui a envie de se renseigner là-dessus ait envie de se renseigner. Et ça, c'est un peu aussi la deuxième partie, moi, de mon travail, c'est de dire aux joueurs, aux clients finaux, devenez curieux, renseignez-vous. C'est qu'aujourd'hui, quand on va au supermarché pour acheter des tomates, même mes parents qui ne sont pas forcément des grands écologistes dans l'âme, quand il y a marqué tomate produite en Espagne, ils se disent elle a fait du camion, elle est peut-être moins bonne, je vais peut-être pas l'acheter. Aujourd'hui, combien de joueurs regardent dans leur boutique de jeux la mention fabriquée en Chine ou fabriquée en Europe ou fabriquée en France sur les boîtes de jeux? Voilà. Après, l'idée, c'est pas de les culpabiliser, mais juste posez-vous la question, regardez quel impact ça peut avoir et quel choix vous pouvez faire par rapport à ça, quoi. En fait, j'aime bien dire que même sur le côté jeu de société, en fait, l'écologie en général, il y a des choses qui peuvent être très contre-intuitives. Imprimer des choses sur du papier, quand effectivement toute la chaîne de production est gérée, finalement, on peut, à chaque fois qu'on achète une boîte, on peut aider notre écosystème. C'est assez paradoxal, mais qu'est-ce qui cause aujourd'hui le réchauffement climatique? C'est l'effet de serre. L'effet de serre, il est causé par le taux de CO2 qui est dans l'atmosphère. Et le CO2, comment est-ce qu'on le capte? Avec la croissance des arbres. C'est-à-dire qu'un arbre qui a déjà fini de pousser, finalement, il capte moins de CO2. C'est pendant sa croissance qu'il en capte une quantité phénoménale. Et du coup, finalement, la meilleure façon qu'on a aujourd'hui de contrebalancer les effets comme le réchauffement climatique, même si on parle aujourd'hui plutôt de chaos climatique que de réchauffement climatique, aujourd'hui, en fait, il faudrait faire des villes en bois, il faudrait faire pousser, il faudrait publier des livres. En fait, c'est assez paradoxal. On va publier une quantité de livres monstrueux, on peut en quelque sorte donner accès à la connaissance à une population, et en faisant ça, on capte du CO2, on règle un problème. Alors, je dis bien un problème parce que généralement c'est plutôt systémique. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme sur toute la chaîne de production d'un jeu, tout est lié. Il y a vraiment des tas d'écosystèmes et de petits chaînons il y a
petit maillon de la chaîne, une personne qui va gérer l'encre, le producteur, il va s'arranger pour récupérer l'encre. Toutes ces pièces qui sont rassemblées à un endroit, c'est comme une partition de musique. Et derrière, il faut réussir à ce que chacune des notes soit bien jouée. Ce qu'on aime bien dire sur Enjeu commun, c'est qu'en ce moment, on est en train de jouer l'avenir de la planète sur un coup de dé et qu'on aimerait bien gagner. Laurent, du coup, pour revenir sur vraiment l'éco-fabrication, toi, comment ça se passe en fait, étant donné que tu as plusieurs endroits où sont produites les pièces, tu disais éventuellement même plusieurs endroits pour les cartes, j'imagine que de toute façon, tu ne mets pas de plastique dans tes boîtes. Après, donc, tout est assemblé. Alors, il y a du plastique pas dans les boîtes, mais du plastique autour des boîtes. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est un problème auquel j'ai pas réussi à trouver de vraies solutions et qui, pour le coup, soient pas hors de prix, en fait. Parce qu'il y a des alternatives, mais c'est plus cher, plus compliqué, enfin voilà. Et alors, du coup, tous les éléments... alors, juste avant de te répondre, je veux juste dire que j'ai oublié, parce qu'on parle d'éco-fabrication, de comment fabriquer un jeu proprement, mais en fait, si c'est fabriquer un jeu proprement pour qu'après il dégueulasse tout, c'est complètement stupide. Du coup, ce qu'on s'attache aussi beaucoup à faire, et ça, parce qu'il y a beaucoup de... pas forcément que dans le jeu de société, mais dans tous les domaines, il y en a beaucoup qui fabriquent en France et qui communiquent dessus, enfin... mais qui exportent leur production super loin, et du coup c'est un peu se poignarder avec une saucisse, quoi, en fait. Voilà, nous on fabrique en France localement pour que ça soit pertinent économiquement et puis pour qu'il n'y ait pas d'impact environnemental désastreux, et du coup à l'inverse, dans le même sens, on n'exporte pas. Alors on exporte dans la périphérie française, en fait, donc en Espagne, Suisse, Belgique. Mais dès que c'est plus loin, en fait, on refuse. Et si l'éditeur est vraiment intéressé, le distributeur, on veut que ça soit fabriqué localement sous licence. Donc, on vend la licence et que ça soit fabriqué dans le pays dans lequel c'est vendu et de façon éco-friendly. On n'a absolument aucun moyen de contrôle. Je ne me lancerai pas là-dedans parce que ça ne serait pas possible. Je fais juste confiance. J'espère que ça sera le cas, puisque la plupart du temps, du coup, malgré tout, ça veut dire non au contrat, parce que la plupart ne veulent pas. Ça a fait que je me suis assis sur des contrats pour certains jeux avec des gros, voire des très gros. Mais tant pis, en tout cas, du coup, voilà, ça reste pertinent, j'espère, dans les deux sens. Du coup, voilà, les jeux, si vous, il y en a qui ont des questions, en fait, peut-être pas attendre la fin, en fait, pour qu'il y ait un vrai échange, pour pas que ce soit décousu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... oui, les différents éléments du jeu. Donc voilà, c'est vrai que les cartes sont fabriquées à tel endroit, donc souvent par France Carte à Saint-Max en Alsace, les livrets la plupart du temps c'est par Pure Impression à Montpellier, enfin, etc. Et tout ça est envoyé à Romans-sur-Isère, en fait, chez Cartonnage de Vaucanson, qui fabrique la boîte. Alors la boîte est fabriquée là-bas, par contre la couverture de la boîte, c'est un imprimeur qui est à Bourgoin-Jallieu, à 30 km. Qui imprime la couverture, et chez Vaucanson, donc ils fabriquent les boîtes, ils ont la chaîne, ils fabriquent les boîtes, la couverture est encollée, et tout de suite après la fabrication, ils assemblent le jeu, les autres éléments qu'ils ont reçus, et c'est eux qui les conditionnent, et puis tout part de chez eux, en fait. Voilà. Donc la plupart du temps, tout se passe chez eux. D'ailleurs, la chaîne, on la voit vraiment bien sur le film dont parlait tout à l'heure Sébastien. On parle d'éco-fabrication, mais aussi, moi j'aimerais bien parler en fait de l'éco-conception. On va dire la thématique du jeu à la base. C'est-à-dire qu'il y a toutes les thématiques aussi des jeux plutôt pédagogiques, où on va dire que ces 10 dernières années, on a entendu beaucoup parler des serious games, qui sont finalement extrêmement serious et très peu game. Et justement, finalement, maintenant, on commence enfin à avoir des jeux qui récupèrent des mécanismes du jeu de société moderne. Effectivement, il va y avoir des jeux chez Opla comme Pom Pom, comme Il était une forêt, comme Pollen, L'Empereur aussi, qui est plutôt sur une thématique nature que la thématique vraiment environnement. Mais il y a aussi des jeux de société où nous, on peut commencer vraiment à les présenter en école, en mairie et en ludothèque, parce que les jeux sont fun. Je prends une partie de Terrabilis, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, ça ressemble un peu à un mélange de Monopoly, de Bonne Paye, où les joueurs font le choix, où on a rajouté simplement une mécanique de jeu en fait finalement semi-collaboratif. Un joueur joue le rôle d'un chef d'État et fait ce qu'il veut dans son pays. Sauf que la nature, en fait, la planète, elle appartient à tous les joueurs, et on peut s'amuser à faire péter la planète, sauf qu'à ce moment-là, on compte pas les points. Et finalement, ça devient des simulations du monde réel où on s'éclate, où
je vous assure, en plus, entre écolos, on s'éclate plutôt pas mal parce que du coup, celui qui s'amuse à faire un aéroport, une mine pour cradosser les autres, et les autres sont là en train de s'amuser à essayer de réduire la taille du thermomètre. Il y a des situations très cocasses, un peu comme dans un Galérapagos finalement, où un joueur peut décider de s'amuser à tuer tous les autres. Mais il y a le côté où les règles du jeu sont un peu comme dans la vraie vie, et ce sont les joueurs qui en font ce qu'ils veulent, et on a enfin des jeux fun, quoi. Il y a un grand changement dernièrement, surtout que cette dernière année, sur la thématique juste écologique, on a vu toutes les marches du climat un peu partout en France. Il y a vraiment un mouvement qui commence à se créer. Il y a quelque chose qui a changé cette année. Et je pense que les éditeurs, ça peut être intéressant qu'ils suivent le pas. Mais aussi simplement des jeux sur la thématique de l'environnement. C'est-à-dire qu'on prend un jeu comme Agricola. Bon, finalement, c'est un petit jeu en bois, ça présente l'agriculture, c'est mignon. Mais on peut aussi avoir des jeux comme Photosynthesis. C'est un jeu de stratégie. Ils ne sont pas là pour parler d'écologie, mais bon, ça met en avant la façon dont les arbres, finalement, se reproduisent, en quelque sorte. Et juste par le jeu fun et la boîte qui donne envie d'y jouer, quoi, le dessin qui est magnifique sur la boîte, réussir à mettre ce jeu-là dans un peu toutes les ludothèques, ça donne accès aux écoles locales pour se procurer les jeux, pour les emprunter sans avoir à les acheter, parce que les écoles n'ont pas toujours un financement. Et de fil en aiguille, tout le monde devient animateur. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'essaie de faire En Jeu Commun, c'est qu'on devient animateur juste en lisant la règle du jeu. Donc finalement, n'importe qui, demain, peut toucher sa famille, se procurer un jeu, et plutôt que de dire à sa famille « Venez, on va parler 1h30 d'écologie, ça va être génial !» On a le prétexte de « Venez, on va faire un bon jeu de société, ça va durer 1h30 », mais ça donne envie d'en parler, en fait, nécessairement. Après, il y a quand même... Alors déjà, je suis plutôt content que tu n'aies pas comparé mes jeux à Le Bonne Paye et au Monopoly. Il y a quand même un truc, c'est que c'est quand même c'est pas du tout sexy en fait, malgré tout. Alors c'est peut-être un tout petit peu en train de changer ces dernières années, peut-être juste même ces derniers mois. Mais pour le coup, en fait, le truc, c'est que ces choses-là, ça sensibilise les gens qui sont déjà sensibilisés. Donc en fait, autant bêcher dans la semoule, quoi. Et il y a les parents, c'est-à-dire que beaucoup de gens se disent c'est pas pour moi, c'est pour la future génération. Et du coup, les parents cherchent des jeux pour éduquer les enfants en quelque sorte. Bonjour. Non, en fait, en plus, je voulais juste vous demander de préciser par rapport, vous parliez du plastique autour des emballages, enfin autour du jeu, et je voulais des précisions parce que je comprenais pas pourquoi il était pas possible de s'en séparer de ce plastique. Parce que le jeu il est dans des cartons, donc il est conditionné dans des cartons. Le carton c'est déjà assez abrasif en fait, ça peut bouger dans les camions, etc. Les boîtes elles sont dans les boutiques, les gens prennent les boîtes en main. S'il y en a une personne, 2 personnes, 10 personnes, c'est pas catastrophique, sauf que dans une boutique, bien sûr, il y a pas, enfin j'espère pour les boutiques en tout cas, il n'y a pas 1, 2 ou 10 personnes qui vont prendre les boîtes en main. Et du coup, les jeux s'abîment très vite. Les jeux que tu utilises régulièrement, regarde chez toi, j'espère en tout cas que les boîtes sont abîmées et cornées parce que ça veut dire que le jeu a été utilisé. Mais du coup, par contre, c'est pas très vendeur. Nous, on avait essayé au tout début, en fait, pour les jeux qui passaient pas par notre distributeur, mais le jeu que nous, on vendait directement, au début avec Pom Pom, le tout premier jeu il y a 8 ans. Et ceux qu'on vendait nous dans les magasins, on les plastifiait. Enfin, ils n'étaient pas plastifiés en fait. Autour, il n'y a pas de cellophane. Et les boutiques qui les gardaient malheureusement longtemps en rayon parce qu'elles n'arrivaient pas forcément à les vendre. Et les jeux s'abîmaient en fait. Juste d'être là, ils prennent plus la lumière en plus. Et puis les gens les touchent, les utilisent, les ouvrent. Il peut y avoir du vol, ça arrive évidemment. Et je sais que les boutiques, ce que je peux comprendre complètement d'ailleurs, n'aiment pas que les jeux soient pas plastifiés. Alors j'ai vu que là il y a Villainous qui est sorti, qui n'était pas plastifié. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une vraie volonté, mais si ça peut changer d'une façon ou d'une autre. Après chez Cana, il y a BioViva. Alors BioViva qui va être moins en boutique de jeux spécialisés, alors sur les gros jeux, il y a du plastique autour, comme tous les jeux. Par contre sur les défis nature, les petits jeux, par contre il y a juste un petit soft scotch qui permet juste voilà, ce qui peut être cool, mais ça peut-être marcher sur vraiment un tout petit format comme ça, sur un truc même légèrement plus gros, je suis pas complètement sûr. Mais il y a des jeux comme Supermaculture, qui est du coup un jeu sur la permaculture, qui est allé faire jusqu'à la démarche d'aller chercher des plastiques en fait qui sont pas du plastique, mais qui sont des films de protection à base de fécule de pommes de terre. Mais effectivement, en fait, il y a toujours la question de qu'est-ce qui intéresse un éditeur.
c'est la qualité et le prix. Qu'est-ce qui intéresse le magasin? C'est la qualité et le prix. Qu'est-ce qui intéresse le client? C'est la qualité et le prix. Au final, si on se retrouve avec une boîte un peu abîmée partout, nous, surtout en festival où on a des boîtes de démo, on se rend compte que assez régulièrement, à force de les toucher, elles s'abîment naturellement, même ne serait-ce que les transporter dans un sac. Donc c'est assez compliqué. Après, il ne faut pas non plus contredire, c'est-à-dire que la production elle-même du jeu va avoir un impact, et c'est comment est-ce qu'on rend un impact positif, parce que dans la boîte, il y a une petite sensibilisation. Il suffirait qu'un jeu comme Sneaky Cards, qui est en train de faire un jeu de la même façon, mais sur la thématique de l'écologie. Ça a été fait par Sneaky Cards, en fait. Exactement, ils ont fait une boîte Sneaky Cards avec c'est une agence forestière. Un parc forestier. Ouais, un parc forestier. Dans le nord ou l'est. Et du coup, c'est le même principe que Sneaky Cards, on s'échange des cartes, sauf que c'est des défis écolos. La boîte n'a pas été imprimée en France, c'est dommage. Ça n'a pas été imprimé avec des encres, etc. Par contre, en faisant 4 ou 5 défis de la boîte, finalement, on a contrebalancé l'impact qu'on a eu en produisant la boîte. Mais il y a le côté, peut-être que sur les boîtes, si jamais les éditeurs faisaient l'effort de dire bah voilà, ma boîte elle a émis tant de CO2, pour le contrebalancer il faudrait faire ça, un petit défi sur la boîte. Ça permettrait tout de suite, parce que la création de la boîte a forcément un impact, que les gens qui aient envie d'avoir un impact finalement plus faible, qui auraient envie d'avoir une planète plus belle, et bah, puissent simplement suivre un peu tous ces défis-là. Et du coup, j'aimerais juste revenir parce que c'est vrai que c'est le coup du thème, en fait, le thème des jeux, parce que c'est quelque chose dont je souffre beaucoup. Parce que du coup, nous, on développe des thèmes qui nous plaisent, en fait, sur la nature, etc. Mais je me rends compte que ouais, c'est clairement pas sexy, et c'est clairement des choses vers lesquelles les joueurs ne vont pas, en fait. C'est pas ce qu'ils recherchent dans un jeu de société. Et puis même, c'est contre-vendeur. C'est-à-dire qu'ils vont vite avoir l'impression que c'est quelque chose, on veut leur inculquer quelque chose d'éducatif, de pédagogique, de nature, alors que je pense qu'on n'a pas forcément, même moi d'ailleurs parfois, pas forcément envie de ça dans un jeu de société. Par contre, à partir du moment où ils jouent, où ils découvrent le jeu, ils sont souvent surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit ce qu'on appelle un vrai jeu, entre guillemets, avec une telle thématique. Et pour ce qui est des parents, bah, c'est surtout qu'en fait, les parents, la plupart du temps, ils ne savent pas, et puis ils se rassurent comme ils peuvent. Hein. C'est comme les boîtes de jeux qu'on peut trouver dans les grandes surfaces spécialisées qui sont estampillées Montessori. Et bah, Montessori, ça fait vachement vendre. C'est très bien. Montessori, tout est très bien. Enfin, tout est évident en même temps. Mais quand il y a Montessori qui est marqué sur une boîte, bah, les parents, ah ouais, trop bien. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. Comme ça, mon fils, il va être épanoui, et puis tout va aller parfaitement. Donc il y a quand même beaucoup de marketing derrière ça, et voilà. Mais c'est peut-être un tout petit, ce que je disais tout à l'heure, peut-être un tout petit peu en train de changer en ce moment, parce qu'il y a quand même de plus en plus de jeux avec des thématiques de près ou de loin nature, et qui sont plutôt bien gaulés en plus. Donc voilà, j'espère que le regard des joueurs va changer, et qu'ils auront envie de jouer avec des arbres, des oiseaux, des abeilles. Et pour le coup, c'est pas des jeux que pour enfants. Pour le coup, il y a des jeux qui sont quand même vachement poussés. Je prends les jeux de chez Tutometose, qui ont fait le jeu Peak Oil, qui ont fait le jeu Upstream, qui ont fait le jeu aussi Ponzi-Schem, qui est plutôt sur la thématique de la finance. Mais les jeux, ils sont sexy, ils sont pas nécessairement pour enfants, parce qu'on prend Peak Oil, au contraire, ça va plutôt être pour des gens vraiment habitués à jouer à des jeux de société, parce que dès le début, et surtout que les premiers tours ont une certaine importance, on voit un petit peu de complexité, mais ça va faire plaisir aux joueurs qui sont habitués à faire des parties de 2-3 heures. Là, on a Wingspan, par exemple. Wingspan, oui, tout à fait. Même si je sais que Florent a quelques appréhensions sur le thème du jeu, où finalement on met des animaux, enfin le but du jeu c'est de mettre des animaux en cage, enfin c'est un peu particulier. Ah oui, Wingspan, j'adorais le jeu, en fait. J'ai vraiment adoré le jeu, puis j'étais curieux parce que voilà, le thème me plaisait, et le jeu est très chouette, les illustrations sont très chouettes, le matériel est génial, c'est agréable à jouer, etc. Il y a un gros travail derrière. En plus, elle a fait un gros travail de recherche, puisque chaque carte oiseau, toutes les cartes sont différentes. Il y a plein d'infos sur les cartes, enfin, c'est super sympa, et puis mécaniquement c'est plutôt sympa, c'est pas hyper original, mais c'est très sympa à jouer. Et au final, en plus on a le plateau avec les 3 écosystèmes, la prairie, la forêt, le marais, machin. Et au final, il faut faire des collections d'oiseaux qu'on doit mettre dans des volières. Et merde. On aurait pu faire Enfin, il y avait tout, en fait. Il y avait juste à changer le pitch. C'est tout. Tout était là. Il fallait juste dire, non, vous créez des écosystèmes ornithos, et puis vous faites vos oiseaux. Tout le matériel est là, mais je trouve ça super dommage, en fait, de tout gâcher quelque part, ouais, pour ça.
En fait, il y a beaucoup une question d'automatisme où les gens, simplement, ils sont habitués à une routine, ils vendent leurs jeux, etc. Je prends le cas notamment, je ne sais pas si vous avez vu sur la brochure que vous avez reçue, il y a un village environnement qui est affiché, et la page en dessous, il y a marqué McDo. Alors, il y a 2-3 choses encore à changer. Le village environnement, pour l'instant, c'est le seul qui n'est pas forcément affiché sur le festival de Parthenay. C'est-à-dire qu'il y a le festival, il y a le village des enfants. Si vous nous cherchez, on est en face du village des enfants. Mais c'est la seule chose qu'on peut dire pour nous trouver. Par contre, ce qui a vachement bien marché, c'est le coup du tampon qui amène les gens pour faire des défis. Les gens, ils viennent, ils jouent à une partie et merde, en fait, c'est un bon jeu. Et ils repartent, ils sont contents. Limite, ils nous laissent un petit mail, un petit mot sur le livre d'or. Ils nous laissent un petit commentaire sympa. Nous, ça donne envie de continuer. Et puis... comme ça. Et puis le logo de McDo, maintenant, il est vert. Génial. En parlant de bons jeux, Florent, je t'avais entendu dire que tu pouvais refuser un jeu, même si tu l'adorais, parce que tu n'avais pas la possibilité de le créer de manière éco-responsable. Les jeux qu'on Oui. nous propose Oui, pour c'est éditer. ça, Ah oui, tout à alors fait. déjà, oui, dans tous les cas, on refuse presque tous les jeux, puisqu'on est une toute petite maison d'édition, et puis on édite qu'entre 1 et 3 jeux par an. Puis la plupart du temps, l'auteur, c'est soit moi, soit un copain autour de Lyon. Donc en effet, on refuse la plupart du temps les jeux, mais dans tous les cas, la plupart de ceux qu'on nous présente, eh ben, d'emblée, ce sera oui et non, parce que je sais d'emblée que je ne pourrais pas faire un jeu avec le matériel qu'il y a dedans. Ce sera juste pas possible, donc du coup, on le regarde même pas en fait, c'est inutile en fait. Tu vas vraiment au bout de ta démarche. Après, il peut y avoir un coup de cœur, ou alors on va vraiment modifier le jeu, modifier le matériel, et voilà, c'est ce qui est arrivé pour le bois des Quatsu, où le jeu, à la base, il y avait un plateau qui tournait, etc. Et puis du coup, on l'a complètement modifié, et puis maintenant, il n'y a plus que 25 petites cartes carrées dans le jeu. Mais voilà, il faut vraiment vouloir retravailler le jeu complètement pour ça. Oui, c'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'on veut faire un matériel un peu exotique que ça va être compliqué de le faire en France, finalement. Ouais, et puis on peut pas mettre... En fait, c'est toujours pareil. Quand c'est un jeu avec un petit format où il n'y a pas beaucoup de matériel, même si on va le vendre pas cher, ça sera toujours plus facile de marger un peu qu'un gros jeu, parce que si on veut s'en sortir, il va falloir qu'il soit vendu beaucoup plus cher que ce à quoi les gens sont habitués pour ce matériel-là. Sur un jeu à 15 euros avec le matériel auquel on est habitué pour 15 euros, c'est pas trop gênant parce qu'il n'y a pas tant de différence. Par contre, dès qu'on rajoute du matériel, et ben là, tout s'accroît, quoi. Et du coup, un jeu que les gens auraient l'habitude d'acheter 25 euros, et ben nous, il faudrait qu'on le vende 35 euros et là, ça serait plus possible. Voire plus d'ailleurs. Et du coup, Kevin, est-ce que par rapport au point de vue, en quelque sorte, des éditeurs, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les éditeurs à se lancer dans l'éco-conception? C'est vraiment juste le prix? Après, je sais pas, il faudrait poser la question aux éditeurs. C'est vrai que aujourd'hui, une démarche comme celle de Florent est encore une exception et que ça devrait peut-être devenir la norme. Après, c'est des habitudes qui ont été prises depuis des années, qui sera peut-être difficile de changer du jour au lendemain. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi... si demain, tous les joueurs se décident d'arrêter d'acheter des jeux produits en Chine, forcément, les éditeurs n'auront plus le choix et devront arrêter d'en faire. Et je pense que... il y a un truc, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, j'ai appelé ça la problématique des roll and write. Je suis sûr que tout le monde dans la salle, vous avez dans votre bureau le premier tiroir de gauche, un tiroir qui est plein de crayons, de stylos et de feutres. On en a tous à la maison. Et pourtant, aujourd'hui, sur la communauté des ludistes ou sur Trick Track ou sur d'autres sites communautaires, dès qu'un roll and write sort sans stylo ou sans crayon dans la boîte, les gens vont râler en disant « Ah, le jeu, il n'est pas complet, comment ça se fait ?» et tout ça. Et c'est arrivé à Alain Ballet sur Welcome, il n'a pas mis de crayon dedans et il y a certains mecs qui ont râlé. Est-ce que c'est pas au consommateur de se dire maintenant c'est pas quand il n'y a pas de crayon dedans que je vais râler, c'est quand il y a des crayons à l'intérieur que je vais commencer à râler en disant j'en ai juste pas besoin, arrête de me mettre des crayons, j'en ai un tiroir plein à la maison, j'en ai suffisamment. Ou même, est-ce que les éditeurs pourraient pas aller plus loin dans la démarche en disant le roll and write, je vais le sortir en 2 exemplaires, un avec des crayons dedans et un sans crayon dedans, et celui avec des crayons il sera à 15 balles et celui sans crayon il sera à 12 balles et on verra lequel les joueurs vont acheter. Alors c'est compliqué en termes de production parce que c'est 2 boîtes différentes avec des prix différents, les boutiques derrière aussi ça fait 2 références et tout, je prends laquelle en plus grande quantité et tout ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont imbriqués aujourd'hui qui font que
la situation évolue. J'ai l'impression que des éditeurs, même ceux qui produisent en Chine, il n'y a pas longtemps, il y a Benoît Bagné de la boîte de jeux qui a fait un post sur Facebook où il s'est posé la question de comparer l'impact carbone de faire venir les jeux en container et les jeux en train. Et ben, il y a des questionnements. Alors certes, il n'en est pas encore à l'étape de je vais produire les jeux en Europe, je vais produire les jeux en France, mais là où j'ai une certitude, c'est que les éditeurs aujourd'hui au quotidien commencent à se poser régulièrement ces questions-là. Après, quels sont les leviers à débloquer pour qu'ils basculent dans une démarche plus éco-responsable, ben, j'ai pas forcément... Alors, quand je vois la fréquence croissante des coups de fil quotidiens que je reçois des copains éditeurs et puis les visites sur le... Pardon ? Ah oui, ouais, quand je vois de coup vite fait, enfin, je reçois vraiment quotidiennement des mails et des coups de fil d'éditeurs, de copains ou juste de gens qui se demandent pour avoir des avis, des conseils, ou juste des façons de faire. Du coup, je me dis que ouais, dans les têtes, ça trotte quand même malgré tout de plus en plus. Après, est-ce que ça trotte par vraie volonté ou est-ce que ça trotte parce qu'il y a quelque chose qui apparaît aussi, c'est que dans tous les cas, beaucoup plus vite qu'on le pensait, il va falloir changer les choses en fait. C'est que les gouvernements vont faire en sorte que ça va être obligé de changer. Et moi je pensais que ça allait changer d'ici 10-15 ans, mais en fait ça va changer beaucoup plus vite et il y aura des contraintes gouvernementales obligatoirement dans plein de pays. Ce qui arrive en ce moment aux États-Unis pour des raisons dégueulasses, mais malgré tout ça arrive quand même. J'espère que quand ça arrivera en France, ça ne sera pas pour des raisons protectionnistes pareilles. Mais voilà, il va y avoir des vraies contraintes et du coup des vraies redirections dans les façons de produire. Merci en tout cas Florent d'être dans cette démarche-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne peuvent pas en dire autant et je pense que c'est vraiment bien d'insuffler un mouvement aussi, on va dire, ainsi investi et d'aller vraiment au bout des choses, de vouloir vraiment faire la démarche jusqu'au bout. Mais du coup, la question que ça me pose, pour avoir du coup le regard aussi éditeur, c'est tous ces jeux que tu refuses parce que tu penses que, en tout cas, tu te sens incapable de les éditer en respectant toutes ces contraintes que tu t'imposes, qui pour toi sont des contraintes qui sont nécessaires, parce que ce sont des contraintes qui sont importantes. Est-ce que tu penses du coup que ce sont des jeux qu'on ne devrait pas éditer ? Et donc c'est-à-dire que pas des jeux que toi tu ne peux pas éditer, mais des jeux que tu penses que personne ne devrait éditer, parce qu'en fait, ils vont devoir déployer de la pollution que tu n'estimes pas nécessaire, pas utile, etc. Ou est-ce que tu penses que cette démarche, du coup, elle ne peut, c'est inévitable qu'elle ne puisse pas être appliquée par tous les éditeurs, parce qu'en fait, pour résumer ça, le regard que je porte sur la situation, c'est que j'ai l'impression que la démarche que tu as, eh bien, elle est bonne, elle est saine, et en fait, ça donne envie d'avoir la même. Et en même temps, d'après ce que tu dis, ça semble compliqué que tous les éditeurs puissent avoir la même. Alors ça serait compliqué maintenant, parce que des habitudes sont prises, et puis voilà. Mais ça, ce qui est vrai pour le jeu, c'est vrai pour tout, en fait. Un jeu qui n'a pas de sens d'être édité parce que c'est une hérésie pour plein de choses, pour l'environnement, enfin, pour plein de choses, c'est vrai de l'ensemble, l'entièreté de notre façon de vivre, en fait. Et du coup, oui, non, ça ne devrait pas exister, probablement. Mais c'est juste qu'on se dit plus, on se dit plus ces choses-là, parce qu'on a le confort et la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut quand on veut. On peut relayer tous les coins de la planète en quelques heures sans aucun problème et sans coût financier extraordinaire finalement. On peut obtenir absolument tout ce qu'on veut. Et du coup, on se dit plus que c'est pas possible et donc que c'est pas bien, juste que c'est pas bien, voilà, que c'est mal. Et mais du coup, c'est est-ce qu'il faut pas juste se dire, si on veut vraiment que ce truc-là existe, le faire peut-être autrement, à ce moment-là. Mais je pense en effet qu'il devrait probablement pas exister. Qu'en fait, on fait des caprices moi aussi, hein, là je suis là, j'ai aucune bonne parole, parce que le jeu le plus propre qu'on produit, c'est celui qu'on produit pas, en fait. Et même si je le fais en France, ça reste une connerie, en fait. Produire 5000, 10 000 exemplaires d'un produit aujourd'hui, ça n'a pas de sens quand on voit la façon dont on devrait vivre si on veut pas que l'augmentation de la température et puis que tout ce qui va se passer sur Terre arrive, en fait. On devrait vivre depuis 2017, en fait, depuis 2 ans, sous rationnement comme pendant une guerre mondiale. C'est paraît de la science-fiction, en fait, c'est impossible. Donc c'est dire à quel point on va dans un mur. Donc de là à penser que demain on va s'interdire de produire des choses juste parce que c'est mal, je pense que oui, c'est mort. Mais en effet, je pense qu'on ne devrait pas. Mais de la même manière que je ne devrais pas conduire une bagnole, que je ne devrais pas avoir cette saloperie de smartphone dans ma poche, que
Moi, il y a quand même un truc que j'aime bien dire, c'est que, bon, effectivement, au niveau écologique, on va dans un mur. Par contre, le jeu de société, ça a quand même une grande force, c'est qu'une fois que la boîte elle est imprimée, elle sera toujours là quoi qu'il arrive. Alors, pour ceux qui sont familiers avec les notions de pic pétrolier et les prochaines pénuries énergétiques, moi personnellement, je suis un ancien informaticien et je crois plus en avenir dans l'informatique, c'est-à-dire que le jeu vidéo, ça va pas tarder à disparaître. On ne sait pas quand est-ce que ce sera. Ce qu'on sait juste, c'est que mathématiquement, à un moment, on atteint un moment où l'énergie va avoir un prix qui sera plus accessible à tout le monde. Par contre, une boîte de jeux de société, une fois qu'elle est imprimée, elle est là et elle n'a plus d'impact finalement. Le jeu de société est finalement l'avenir du loisir. Et quelqu'un qui a une ludothèque bien fournie, en fait, il aura les jeux vidéo de demain dans son armoire, quoi. Puis attends, regarde le truc pernicieux, quoi. C'est que moi j'ai toute cette démarche, machin, vertueuse, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, je reste un joueur. Et puis j'ai mes placards qui sont remplis de jeux qui sont produits n'importe comment, mais juste parce que je les aime. Et puis parce que là, pareil, je vais en récupérer en rentrant du festival. Et puis je vais pas regarder s'ils sont produits à 100 km ou à 10 000 en fait. Mais c'est juste parce que ça me fait plaisir. En plus, souvent, c'est des copains ou des éditeurs on se troque des jeux, etc. Et ben voilà. Et puis du coup, je suis le même salopard que tous en fait. J'ai une autre question ici. J'ai tout gardé pour maintenant. Sur le made in, ou la tomate qui est produite en France ou en Espagne, qui est un peu le même problème, n'est-il pas aussi la cause de la police de caractère qui est utilisée? Le made in Chine ou le made in peu importe lequel sur les boîtes de jeux aujourd'hui est écrit en tout petit au dos de la boîte ou sur la tranche derrière le code barre et le attention petite pièce à ne pas avaler, alors que la tomate produite en France ou en Espagne a une norme d'affichage monstrueuse, obligatoire, réglementaire, qui fait que même si tu n'es pas sensibilisé, même si ta mère Kevin n'est pas sensibilisée, elle ne peut pas passer à côté. Alors que sur la boîte du jeu, on ne peut que passer. Et on est d'accord qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais aussi sur les termes utilisés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux de société où il y a marqué « fabriqué en République tchèque »,« fabriqué en Hongrie », où il y a des pièces plastiques qui sont importées de Chine en container. Et il y a aujourd'hui, ou même du Made in France, et il y a aussi aujourd'hui aucune différence entre fabriqué assemblée. Il y a aussi certaines personnes qui jouent sur une ambiguïté sur le conçu en France ou conçu voilà, donc c'est ce qu'on disait, il y a aussi peut-être des décisions, on en discutait un peu plus tôt sur le festival, des décisions politiques qui sont à prendre, et pour une fois que Gusenko a une bonne idée, c'est bien d'en parler. Il a fait un article il n'y a pas longtemps sur est-ce qu'on mettrait pas un éco-score sur les boîtes de jeux de société de manière plus visible, tout ça, quoi. Enfin, il y a ces questionnements-là aussi à mener. Moi, j'aimerais dire que comme nous sommes des joueurs, on peut gamifier un peu le truc et que, bon, l'être humain, il a un impact sur son environnement, c'est bon, on le sait. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour le contrebalancer ? Sur la boîte, on met un petit défi, on met un machin, effectivement. On met la boîte, elle a été produite en Chine, bon, moins 1 point. Le machin, il a été produit avec tel matériau, moins 2 points. Du coup, pour le contrebalancer, il faudrait faire tant de parties de sensibilisation de ceci, cela. Et puis finalement, quand on fait une partie de jeu de société, on n'est pas sur autre chose en attendant. On n'est pas en train de rouler dans un 4x4, on n'est pas en train de regarder un film sur un écran géant. Il y a une côté, ce sera la suite de la conférence, mais il y a le côté en fait sensibilisation en général d'une conscience un peu écologique de ça va impacter plus que ça va impacter. Peut-être que si jamais je vous fais un petit défi, est-ce que vous préférez prendre une fois un avion aller-retour dans l'année ou avoir 500 boîtes de jeux dans votre collection? Eh ben, peut-être qu'au final, on peut ne pas avoir ce voyage en avion et se faire plaisir le reste de l'année. C'est-à-dire que... En même temps, t'as que des joueurs dans la salle. Hein. Ok, Ouais, j'ai un peu joué là-dessus. Pour aller à Cannes, acheter les 500 boîtes, parfois c'est pratique l'avion aussi, donc même les joueurs, parfois, ils sont pétris de contradictions. Si, je profite d'avoir encore le micro pour poser un deuxième constat aussi. On parlait de sensibilisation des éditeurs. J'ai eu l'occasion d'assister au Festival de Cannes dernier à 2 conférences sur l'éco-conception, l'écologie et le jeu. Il y en a une aujourd'hui ici, il y en a une prochaine à Bruxelles, je crois, en août. Je pense qu'il se passe quelque chose. Peut-être pas encore un changement dans les actes, mais en tout cas une prise de conscience.
autrement, enfin, au-delà de la conf à Cannes sur l'écologie, entre guillemets l'écologie et le jeu, il y avait une conf aussi sur la fabrication des jeux. Et 2 fabricants étaient invités, un en Pologne, un en Chine. L'argument commercial majeur utilisé par le fabricant polonais était « c'est moins loin ». Il y aura moins de transport, l'impact écologique est moins important, toutes nos encres, tous nos process sont fabriqués, sont labellisés, labellisés également pour tout ce qui, on n'en parle pas là, mais bactériologique pour aller dans les hôpitaux, etc. Et l'argument du fabricant n'était pas « nos machines sont mieux, on fabriquera moins cher », mais c'est labellisé, c'est en Europe, moins d'impact écologique. Il me semble en plus que justement cette industrie-là en plus, en Pologne, puisque je suis allé les rencontrer, et c'était le seul de toute façon je pense qui était exactement en Pologne à ce moment-là, ou qui présentait en tout cas son catalogue, il me semble que c'est 100% de leur usine tourne à base d'énergie renouvelable. Alors il faut faire attention avec l'énergie renouvelable, c'est comme les boîtes de jeux de société, l'énergie verte ça n'existe pas. Mais il y a effectivement, déjà c'est moitié moins de distance. Après, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'en Pologne pour avoir un bon jeu de société ? Je pense que Florent, tu nous as prouvé avec les jeux au plat qu'on n'a pas besoin d'aller jusque là-bas. Mais si jamais il y a besoin d'une marche intermédiaire, effectivement, la marche intermédiaire existe. Ma 3e et dernière intervention, promis. On parle de conception par l'éditeur. Au niveau de l'auteur, je pense qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont à mettre en place. Tu disais aujourd'hui, quand un auteur vient te voir, parfois tu refuses, ou souvent tu refuses sa production. Est-ce que par contre, il y a des auteurs qui refusent leur production par d'autres éditeurs qui, eux, fabriquaient en plastique en Chine ou ailleurs ? Alors, ça c'est marrant parce que en 3 semaines, j'en avais jamais entendu parler. En 3 semaines, ça fait la 3e fois que j'entends ce genre de réflexion là. Il y a un auteur à Lyon qui m'a interviewé il y a pas longtemps, enfin qui m'a posé la question il y a pas longtemps pour voir ce que j'en pensais, parce qu'il justement visiblement entre auteurs de jeux, il se dit que ça pourrait être bien justement d'avoir aussi ce genre de requêtes auprès des éditeurs. Hier, je crois, ou avant-hier, pareil, quelqu'un m'en a parlé, puis là, enfin voilà. Moi, au début, quand j'ai commencé à créer des jeux, en fait, j'en avais montré à quelques-uns à des éditeurs, et puis ça. Dans tous les cas, ils n'auraient pas fabriqué comme moi j'aurais voulu en fait. Donc du coup, j'ai arrêté, puis j'ai fait mes propres jeux et je les ai édités moi-même, etc. Parce que je voulais, voilà, de la même manière que je refuse les contrats avec Blue Orange par exemple, qui voulait éditer Hop le Jeton pour le marché mondial, parce qu'on n'était pas d'accord avec les façons de faire. J'ai refusé Hop le Jeton aussi avec Hasbro. C'était carrément, voilà, ça m'a quand même fait pas mal cogiter, mais au final, j'étais plutôt content. Et du coup, oui, je pense qu'il y a un truc en train de mûrir là-dedans. Alors peut-être que là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est mort, mais c'est une petite prise de conscience. Mais en fait, la prise de conscience, c'est toujours pareil. C'est quand tu lis les journaux, quand on nous pose la question dans les sondages, c'est 60% des gens sont prêts à payer leurs produits 20% plus cher si c'est fabriqué en France. Ah, c'est vrai. Ils sont presque tous prêts à payer 20% plus cher. Par contre, quand ils sont dans le magasin face au truc, là, ils le font pas en fait. Et il y a une différence entre dire qu'on est prêt à le faire, être prêt à le faire, et le faire effectivement dans les actes. Pour ma part, du coup, en étant un peu... pour avoir une expérience, puisque dans l'association En Jeu Commun, on essaie de proposer aux gens effectivement de éco-concevoir, éco-fabriquer leurs jeux. En fait, j'ai commencé à voir beaucoup de personnes qui ont créé leur prototype et qui commencent à se poser la question de comment est-ce qu'ils vont l'imprimer. Donc il y a des professionnels qui commencent à... En fait, il y a le métier, il y a un métier qui est apparu, qui commence, je l'ai rencontré pour la première fois à Cannes, qui est en gros le terme d'agent, comme pour un livre, mais d'agent pour un jeu de société. Et du coup, il y en a qui vont commencer à avoir des spécialités là-dessus. Moi-même, les créateurs que je commence à avoir dans mon entourage, ils se posent tous la question. C'est-à-dire qu'ils vont, si jamais en termes économiques, ils peuvent vraiment pas, ils vont faire le choix effectivement de passer par la Chine. Mais le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est est-ce que je peux l'imprimer en France ? Moi, ça a été mon cas. La première chose que j'ai fait, finalement, ça a été de contacter Florent. Il y a aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées là sur le festival qui sont aussi spécialisées là-dedans.
Finalement, c'est un peu comme les fabricants de flyers, etc. Il faut juste trouver le bon. En local, il y a beaucoup d'imprimeries qui sont capables de faire des choses. C'est juste que, bon, la première fois, il y a peut-être un investissement pour avoir la machine. Mais finalement, plus il y a de gens qui vont imprimer en France, plus ça va être facile de trouver un imprimeur qui sait le faire et moins ça va coûter cher. Ouais, et puis il y en a quand même qui, alors c'est pas du jeu de société, c'est plus du loisir créatif ou du jeu pour les enfants. Et enfin, il y a des jeux de société aussi d'ailleurs. C'est Santosphère, la société Santosphère, qui fabrique quand même plus de 2 millions de boîtes par an, je crois, en tout, et qui fabrique presque 100% en France. Donc c'est quand même possible qu'une entreprise, enfin voilà, tous les éditeurs de jeux de société fabriquent pas tous 2 millions de boîtes en France, on est très 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 loin. Donc c'est quand même possible qu'une société comme ça fabrique, c'est viable, ça existe. C'est faisable, c'est possible. Du coup, pour rejoindre la question, pour avoir considéré justement la question de produire en France, produire en Europe par rapport à produire plus loin, que ce soit en Chine ou même ailleurs. Il y a des savoir-faire qui sont très sous-développés en Europe par rapport justement à d'autres pays du monde. Là, pour le coup, je pense notamment à tout ce qui est l'industrie du plastique. Donc là, pour le coup, le raisonnement n'est pas tant de savoir si ou non il faut qu'on mette du plastique dans les boîtes, mais plus la question de, à partir du moment où on veut certains matériels, où on veut produire certaines choses, en fait, quels sont justement ces savoir-faire qui restent à développer dans nos pays à nous, qui restent à développer de manière, pour le coup, davantage locale. Toi, tu t'es beaucoup rapproché du coup de fabricants locaux, de fabricants français pour produire tes jeux. Du coup, tu as eu l'occasion, je pense, d'avoir une vue davantage d'ensemble de ce qu'on est capable de faire sur notre territoire et dans les territoires qui sont proches. Du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des manques en termes de diversité? Est-ce qu'il y a des manques en termes de quantité? Parce que c'est ce que tu disais aussi, Sébastien, c'est-à-dire que peut-être qu'on manque aussi simplement de récurrence, c'est-à-dire à un moment, s'il y a une usine ou deux usines qui font quelque chose en France, mais qu'il en faudrait 10, il en faudrait 15, du coup, c'est pas la même chose. Du coup, voilà, je voulais savoir... Je pense qu'en fait, on est capable, en France, moi non, mais le savoir-faire est là mais comme dans la plupart des pays, en fait, pour absolument tout faire. Après, la France est ce qu'elle est, et c'est peut-être une de ses meilleures qualités, mais elle a du coup il y a beaucoup de charges pour les entreprises, etc. Le coût est quand même plutôt cher. Donc, des figurines en plastique seront faisables en France, mais ça sera infaisable pour les mettre dans une société qu'on pourra vendre à un prix normal, tout simplement. Mais sinon, le savoir-faire, il est là. De la même manière qu'en Chine, on produit super bien, et le travail est nickel, etc. Il n'y a pas de, maintenant, tout est mondialisé, donc les savoir-faire, ils sont dans l'air, et puis ils sont partout. Du coup, sans parler de savoir-faire, est-ce que en termes de logistique, en termes de pour le coup d'usine réellement, est-ce que on a les moyens, que ce soit en Europe ou en France, de permettre justement que ce soit des coûts qui puissent être compétitifs, des prix qui puissent être viables pour pouvoir permettre à ces savoir-faire d'être utilisés localement et pour pas être obligé constamment de devoir délocaliser pour obtenir ce travail-là, cet usinage-là, en fait, qu'au final on est, d'après ce que tu dis, capable de faire de manière locale, mais à des prix qui sont juste exorbitants. Oui, parce qu'en France, les charges ne sont pas celles qu'elles sont en Pologne ou en Chine, parce que le coût de la main-d'œuvre n'est pas celui qu'il est en Pologne ou en Chine. Et du coup, quoi qu'il en soit, le meilleur qu'on pourra faire, le système fait qu'on ne pourra jamais faire aussi peu cher qu'en Pologne ou en Chine. Et souvent, un jeu qui est marqué Made in Pologne ou Made in Allemagne, tout ce qui est plastique, c'est quand même sous-traité en Asie. Au final, et puis il y a quand même ce problème d'assemblage. En fait, on s'y perd complètement. En fait, personne ne comprend rien. En fait, parce que même le label le plus évident là-dessus, c'est le label Origine France Garantie, qu'on pourrait avoir étant donné que nous on est 100%, mais en fait pour avoir le label Origine France Garantie qui est le truc le plus pertinent, il faut juste qu'il y ait, je crois, 50 ou 60% du jeu qui soit, du produit, qui soit, alors je sais même pas si c'est fabriqué ou assemblé en France, en fait. Donc ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de valeur en tout cas. Ça n'a pas de valeur et puis personne n'y comprend rien. Et il y a tellement de trucs qui sont stupides, bêtes, mais juste... C'est une question d'automatisme en fait, c'est devenu automatique. On a pris le prix le moins cher parce qu'il était là. C'est vraiment parce que à partir du moment où les personnes ont oublié de se poser les questions, derrière c'est très difficile de changer une mauvaise habitude.
nous, ce qu'on essaie de dire sur Enjeu commun, c'est qu'à partir du moment où on a donné en fait la curiosité aux gens de se poser la première question, les gens ensuite ils défilent tout seuls. En envoyant des amis ou des créateurs ou voire des institutions publiques qui créent des jeux de société qui voulaient les distribuer en interne, j'ai fini par rediriger tout le temps vers le même distributeur, enfin vers le même imprimeur qui est Ferio Creek. Finalement, ils ont eu des délais d'impression de 2 mois d'un coup. Donc il y a effectivement pas encore suffisamment de force d'impression en France pour que tout le monde puisse le faire. Mais par contre, il y a un marché. Ferio Creek, du coup, il vit très bien. Et il y a en fait, c'est une invitation à ce qu'il y ait de nouveaux imprimeurs qui apparaissent, qui se spécialisent dessus. Quel concept, ça revient à une phrase qui date d'il y a 20 minutes. Quel concept n'est-il pas possible d'éco-concevoir? Parce que tu dis que tu refusais pas mal d'idées. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs années, on avait des boîtes en carton où il y avait littéralement que du carton et du bois. À quel moment, dans les années 2010, on n'est plus capable de concevoir complètement un jeu sans plastique ou autre chose de la sorte? Oui, voilà, en fait. Mais c'est juste une habitude. Hein. Voilà, ça c'est un confort. Oui, tout pourrait être changé. Après, il y a la nature de l'élément et il y a son volume, sa quantité. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Sur des petits jeux, ça pose pas trop de problèmes, on peut s'en sortir. Par contre, un jeu où il va y avoir beaucoup de matériel, là, c'est vraiment très rapidement l'escalade en fait au niveau des tarifs et c'est vraiment tout de suite très compliqué d'être compétitif par rapport à un jeu qui va être fait de façon, j'allais dire conventionnelle, mais c'est pas conventionnel parce que ça devrait être ce qui est pas normal, mais un jeu fabriqué en Pologne ou en Asie. Donc c'est plus le coût. C'est moins la capacité que le coût final qui est en jeu. Évidemment, mais il n'y a que le coût, parce que sinon tout le monde fabriquerait en France. Mais en fait, donc là, ce que Alexandre disait, c'était d'expliquer les marges, en fait, comment ça fonctionne. En toute honnêteté, comme j'ai jamais fait de devis en Allemagne, en Pologne ou en Chine, j'ai aucune idée de la différence de coût. J'en ai une légère quand je discute avec les autres et qui me disent ça me coûte tant pour 5000 boîtes, et puis moi je vois à peu près combien ça me coûte. C'est avec vous hier, je crois qu'on disait qu'il y avait 30% d'écart à peu près. Après, ça dépend des matériaux, hein, parce que je suis allé demander à Paille Édition, qui ont fait un super jeu en bois, un petit jeu de stratégie, s'il avait été produit en France. Ils m'ont dit non. Par contre, ils m'ont expliqué, si vous voulez le produire en France, la boîte elle était à 120 €. Si vous voulez la faire en Chine, la boîte elle coûte 40 €. Donc il y a effectivement déjà l'éditeur lui-même qui peut réduire ses marges, il va gagner moins, du coup le créateur va gagner moins, mais derrière il y a aussi le prix que le client va payer. Après, c'est aussi un peu une conséquence de la saturation du marché. C'est que dans les années 80, quand tu achetais une boîte d'horreur Arkham, avoir des petits standees dégueulasses en carton et tout ça, c'était pas très très grave, parce que cette expérience de jeu, il n'y avait que Horror Arkham édition Descartes qui te l'a procuré. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux avec des expériences de jeu assez proches et similaires. Les éditeurs ont clairement augmenté la qualité de leurs produits en termes d'illustration, de matériel, de confort de jeu ou même d'expérience de jeu avec l'approche des règles et ainsi de suite. Aujourd'hui, si un éditeur dit merde, j'en vois tout valser, je fais plus des jeux avec figurines et je refais des jeux avec des petits standees en carton, il va forcément souffrir de la comparaison avec les éditeurs qui continueront de faire du jeu avec des figurines, quoi. Le problème, c'est que 2 éditeurs qui feraient exactement le même jeu avec les mêmes pièces, mais il y en a un qui l'imprime en Chine, un qui l'imprime en France, il y en a un qui va coûter 50 €, l'autre qui va coûter 25 €, et puis ensuite c'est le problème, c'est que aujourd'hui c'est toujours la course à la croissance. Si mon voisin coûte moins cher que moi, tout le monde va venir m'acheter, venir acheter chez la concurrence, et c'est parce que le problème c'est que le consommateur lui-même veut un jeu qui coûte peu cher. Finalement, ça, je sais pas si c'est une réalité. Tu as pris l'exemple de Villainus tout à l'heure. On a une boîte à 50 balles, on va dire, juste parce qu'il y a une licence ou un design. Pourquoi ces deux critères, eux, font monter le prix et ça dérange visiblement pas ni le consommateur, ni l'éditeur, ni le développeur, alors que peut-être concevoir des choses en bois et en France pourrait être un frein à faire monter le prix de la boîte au final. Ça peut être une qualité quand on cherche à ce qu'il y ait ça dans le jeu, parce qu'on veut du bois, parce que c'est noble, etc. Ça dépend du jeu, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que pour certains univers et puis certains jeux dont vous parlez,
je pense que là, ça va être vraiment compliqué de changer les habitudes et puis les envies, hein, tout simplement. Enfin, la collectionnite, puis l'envie de l'objet tel qu'il est, etc. Moi, ça me fait penser à Sylvain, le créateur de Terrabilis, qui a aussi créé un jeu à côté qui a très bien marché, qui s'appelle Mixmo. Il a cherché très longtemps, en gros, c'est un espèce de jeu de Scrabble, mais sans le plateau, et qui est un peu plus dynamique. Il a cherché du coup un endroit pour avoir des petites pièces qui en gros c'est la même matière qu'une pièce de domino. Il a cherché en France, il n'a pas trouvé. Il a cherché en Allemagne, il n'a pas trouvé. Il a voulu demander en Inde, finalement ils lui ont filé des pièces. Ensuite il a voulu chercher des pièces en bois, mais à partir du moment où sur le bois il y a un nœud, simplement le bois qui a fait une petite courbure, dans un jeu de Scrabble, en fait on repère les pièces assez vite. Donc finalement ils ont été obligés de se diriger en Chine parce que les pièces n'étaient pas disponibles tout de suite. Il y a une autre question. Oui, du coup, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème il est assez systémique et donc j'ai un peu l'impression que on se pose une question, ah mince, le consommateur, ah oui c'est vrai il est bête, bon, ah oui et puis là, ah mince, enfin du coup en fait on reste un peu, on prend problème par problème, on se retrouve devant quelque chose sur lequel on bloque et puis du coup oups. Et par exemple, moi déjà, je déteste qu'on parle de moi comme une consommatrice, ça me saoule. Et puis, j'adore jouer, mais alors posséder un jeu, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'en fait, la question même de la propriété d'un jeu et du coup de la nécessité à en avoir une capacité, un grand nombre, la manière dont il se transforme, tout ça, cette question de la possession de la matière me semble déjà être le problème. Donc j'en viens à ma question, c'est donc personnellement, je loue mes jeux. Donc ma question, c'est plus du point de vue de l'éditeur, de l'auteur, de toutes les personnes qui travaillent à ce jeu. Comment ma réponse vous fait envisager un modèle économique viable pour vous? Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Alors, le modèle économique, comme il est conçu aujourd'hui, c'est que l'éditeur, l'auteur, va gagner de l'argent quand tu achètes une boîte. Voilà, ça c'est la chose. Et c'est vrai que l'économie qui peut être générée avec la location ou même avec la mise à disposition des jeux dans les cafés ludiques, mais ça peut-être Xavier pourra compléter le propos parce qu'il y a aussi une réflexion des cafés-jeux dans ce sens-là. Pour l'instant, ça ne génère pas de revenus ni pour les auteurs ni pour les éditeurs. Et c'est pour ça que je dis pour l'instant. Et c'est vrai que des sites de partage, de prêt de jeux entre particuliers et tout ça, il y en a de plus en plus qui apparaissent. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un autre modèle économique à créer à partir de ça. Après, je ne sais pas, Xavier, si tu veux compléter ce que fait le réseau par rapport à la mise à disposition, parce qu'ils sont partis du fait que, en fait, ils utilisent pour finalement gagner leur vie le travail des auteurs. Ils ont décidé de participer à aider les auteurs via le réseau des cafés ludiques. Enfin, t'en parleras peut-être mieux que moi. Tu veux que je parle de la contribution à la SAGE ou tu veux que je parle de... Oui, la contribution de la SAGE dans un premier temps et même toutes les autres réflexions que ça peut engendrer derrière. Où je sais, vous parliez aussi à un moment de... Oui, la SAGE, c'est la Société des auteurs de jeux. Et le RCL, c'est le réseau des cafés ludiques. Pardon, Xavier. Non, je t'en prie. Je pense qu'on va juste faire un pas de côté, même si c'est lié évidemment à la responsabilité sociétale et pas forcément à la responsabilité écologique de notre profession. Mettre à disposition des jeux. Aujourd'hui, je rassemble mes idées. L'idée, elle était aussi, d'un point de vue sociétal, de se dire que notre profession, à savoir mettre des jeux à disposition le grand public et pas uniquement ma famille, mes amis, mes voisins, fait que on prive en quelque sorte d'un revenu potentiel l'auteur et l'éditeur.
Et pour autant, comme on a fait jouer des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, eh bien, une partie de nos revenus devrait revenir à l'auteur et à l'éditeur qui a assumé la part de création et qui a quelque part été privé de ce revenu. Puisque forcément, ces centaines de personnes n'ont pas acheté la boîte puisqu'elles l'ont eu à disposition. Donc ça, c'est une vraie réflexion qui est aussi bien juridique que sociétale qu'on mène. Ça nous a amené à contribuer au printemps dernier à un financement de la Société des auteurs de jeux qui cherchait à notamment travailler sur la valeur du jeu et notamment ça, comment dire, ouais, le statut, pardon, merci, le statut du jeu et de l'auteur du jeu, voilà, mais c'est un pas de côté quand même sur le sujet, je pense, ce soir. Après, pour moi, l'aspect sociétal et écologique est aussi souvent lié, quoi. Surtout que maintenant, on voit des démarches apparaître de prêt de jeux entre particuliers, de partage de boîtes, peut-être des gens aussi qui vont plus régulièrement dans les cafés-jeux pour pas acheter de jeux. Et c'est vrai que le questionnement souligné par Madame au fond est assez intéressant, c'est qu'à un moment, ce phénomène-là, s'il s'accentue, comment nous, professionnels, on le gère pour pas se retrouver sur le carreau? Est-ce qu'il faut mettre en place un équivalent de la SACEM pour le jeu de société, ou à chaque fois que ça va être trop compliqué à chaque fois que le jeu est joué en ludothèque, en café-jeu, etc., de verser une redevance? Mais il y a peut-être des pistes à explorer dans ce sens-là, quoi. Déjà aujourd'hui, en fait, pardon, excuse-moi. Déjà aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec un contact qui est sur le Flip, qui lui, justement, est en train de réfléchir à monter un projet comme ça et de plateforme un peu sur alors c'est pas sur le modèle parce que lui, c'est quelque chose auquel il a réfléchi déjà il y a 3 ans. Il a commencé il y a 3 ans, mais sur ce partage de jeux, justement, ce qu'on voit de plus en plus, les partages entre particuliers, pour avoir en fait chacun a sa petite ludothèque et créer une communauté, une grande ludothèque qu'on peut mettre un peu en commun. Et en fait, lui, il a intégré à son modèle économique justement ce questionnement sur la rétribution de l'auteur, de l'éditeur, et même en disant, et aussi de l'illustrateur, parce qu'on met aussi très souvent l'illustrateur de côté. Donc voilà, ce sont des questionnements qui existent aussi chez les gens qui mettent des projets en œuvre. Et ça peut aussi être une voie sur le questionnement de comment produire de manière plus responsable pour la planète, en se disant, moi, éditeur, je vais produire moins, mais peut-être que je vais arriver à trouver d'autres sources de revenus que juste la vente de mes jeux, quoi. Ouais, c'est exactement ça à quoi je pensais. C'est-à-dire que je pense que vous avez tous entendu plus ou moins parler du fast fashion au niveau des vêtements, où du coup les entreprises de la mode se sont arrangées pour faire sortir des nouveaux vêtements tous les 2 mois, donner envie, lancer une mode. En fait, il se passe plus ou moins la même chose sur le monde du jeu de société en même temps. Et finalement, c'est une solution à laquelle je n'avais pas forcément pensé, qu'effectivement il y a une espèce de redevance pour les ludothèques ou pour ceux qui en fait utilisent le jeu sans l'avoir payé. Parce qu'aujourd'hui, les éditeurs, ils ont trouvé une solution. Ils produisent un nouveau jeu, ils vous donnent envie de l'acheter, et ça fait plus de jeux, ça fait des bibliothèques immenses de jeux de société. C'est-à-dire que sur les communautés ludistes, en ce moment, c'est presque la blague sur ah oui, toi t'as pris quelle bibliothèque chez Ikea, on finit par se donner des noms d'oiseaux. C'est quand même paradoxal, où effectivement les éditeurs, ils ont trouvé la solution. Un nouveau jeu, ils vous donnent envie de l'acheter, et peut-être qu'à faire des redevances, ça nous permettrait de profiter plus longtemps de certains jeux. C'est bidon, mais on veut présenter nous-mêmes. Je pense qu'on est tous amoureux de jeux de société, et on veut le présenter à des joueurs qui ne sont pas forcément habitués. Et moi, c'est le cas avec mes parents, je commence à faire attention aux jeux que je leur présente, parce qu'on finit par les dégoûter chaque fois qu'on leur ramène un nouveau jeu de société. Oh non, je vais encore avoir des nouvelles règles à apprendre, j'ai pas profité du jeu que tu m'as présenté 2 semaines avant. Donc ouais, faire attention au fast fashion et profiter des jeux qu'on aime bien. Et effectivement, ce coup de redevance, ça me paraît assez intéressant. Peut-être que cette responsabilité-là, elle est aussi des éditeurs, en fait, de faire vivre les jeux plus longtemps, parce que les jeux, ils ont une vie, ils peuvent avoir potentiellement une vie au-delà des maintenant c'est vraiment quelques semaines, quoi, presque, en fait. S'ils marchent pas au bout de quelques semaines, c'est mort, c'est fini, puis on passe à autre chose. Je sais pas, nous là pour l'instant ça fait 8 ans, et moi j'ai décidé depuis le début, je me dis chaque jeu qu'on développe c'est du boulot, on y croit, etc. Donc on ne tue aucun jeu, puis quand il n'y en a plus, même si on n'en vend pas beaucoup, on le réédite.
Et puis il existe. Et puis des fois, il trouve d'autres biais de distribution que l'on n'avait pas pensé. Et puis du coup, il a une nouvelle vie. Et puis voilà. Et le jeu, il existe toujours parce que ça reste une œuvre qu'on a créée avec l'auteur et avec l'illustrateur et qu'on a développée ensemble et qui mérite toujours d'exister. Et puis après, notre façon de... Alors, les thématiques en plus qu'on développe dans les jeux, surtout pour la gamme nature, avec la démarche de fabrication made in France, ça permet aussi d'avoir un réseau de distribution dans les boutiques bio, les épiceries alternatives, et du coup, ce genre d'endroits où ils se contrefoutent du fait de savoir que le jeu, il date de 2 mois, 6 mois ou 10 ans en fait. Et tant que le jeu plaît et marche, et bien, il plaît, il marche, et puis c'est tout. Et du coup, ça permet que les jeux aient une vie plutôt durable en fait. Oui, alors justement, ça rejoint un petit peu le sujet de tout à l'heure, et on a fait un peu une boucle. Donc on a parlé de l'auteur, on a parlé de l'éditeur, on a parlé de la fabrication. Il y a aussi d'autres acteurs dans la chaîne du jeu, notamment la distribution et les boutiques aussi. À partir du moment où, parce que tu disais que notamment par rapport entre la cohérence entre ta fabrication et la décision de ne pas exporter par exemple loin, il y a effectivement une cohérence, une logique entre les deux. Du coup, pour vraiment avoir cette idée d'éco-responsabilité au niveau du jeu, à mon sens, il s'agit d'avoir une cohérence au niveau de toute la chaîne. Maintenant, avec un milieu qui se développe avec beaucoup d'acteurs de tailles différentes, comment est-ce qu'on peut envisager justement que ça se mette en place à tous les niveaux, notamment en sachant, et là peut-être que Kevin, tu vas peut-être pouvoir me répondre, à mon sens, c'est aussi les gros qui peuvent avoir beaucoup d'influence pour amener vraiment un changement à une grande échelle. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour justement, ou est-ce que même c'est possible ou envisageable, vu qu'il y a énormément justement de préoccupations au niveau du marketing, au niveau de la communication, notamment dans certains lieux de vente, avec un certain format de packaging, du suremballage, etc., qui sont des préoccupations marketing. Est-ce que ces gros seraient prêts à faire des concessions potentiellement sur leur vente pour avoir cet impact écologique, quoi? Alors, les gros, ça dépend de quel gros on parle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la GSS, donc les grandes surfaces spécialisées, ou même les GSA, donc les grandes surfaces alimentaires. Donc GSS, c'est Cultura, Fnac, enfin King Jouet, tout ça. Grandes surfaces alimentaires, Auchan, Carrefour, etc. Eux sont pas prêts à faire de concessions forcément là-dessus, parce que le jeu de société, c'est pas leur cœur de métier principal, et s'ils en vendent, tant mieux. S'ils en vendent pas, c'est pas non plus très grave. Ils ont senti qu'il y a une vague de fond, qu'il y a une vraie visibilité nouvelle sur le jeu de société, et donc ils essayent d'en profiter, ça c'est sûr, mais c'est pas eux qui derrière vont dire aux distributeurs auxquels ils achètent: on arrête le suremballage, on arrête de déconner, vous allez produire en France, etc. Si on parle des gros éditeurs, moi c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, il manque pour l'instant, pour déclencher une vraie lame de fond, une bombe écologique. C'est que Florent est dans cette démarche-là, il y a d'autres éditeurs, mais toujours des petits éditeurs qui sont dans cette démarche-là aussi. Si demain, un Libellude, un Yellow, un Gigamic disent: sur ce jeu-là, on va faire du Made in France, ça va peut-être créer un mouvement. Et en fait, ce qui est même un peu con, c'est que par exemple Yellow a déjà fait un jeu 100% Made in France. C'est Château Aventure. Château Aventure, ils l'ont imprimé, si je dis pas de bêtises, près de Nantes, tout ça. Ils ont déjà eu cette démarche-là. Pourquoi ils ne pourraient pas aller plus loin, ou un autre gros éditeur irait plus loin en disant: ce jeu-là, je le fais 100% Made in France et j'arrive à le sortir dans une même gamme tarifaire que ce que je fais habituellement, pour faire bouger les lignes, parce qu'il n'y a que ça qui va faire bouger les lignes. Et là, je parle juste à l'intérieur du microcosme de ce qu'on appelle le jeu de société moderne. C'est pas parce que demain un Gigamic, Yellow ou Asmodée va faire un jeu Made in France que ça va faire bouger les Hasbro et compagnie, quoi. Et au-delà du Made in France, en fait, parce que
de la même manière que Florent, tu es passé à côté de certains contrats plutôt alléchants, justement, pour tes convictions. Justement, ces gros éditeurs qui font du repackaging, finalement, pour que ce soit adapté au GSS ou au GSA, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ils seraient prêts à faire justement la concession peut-être de ce marché-là, puisqu'effectivement, c'est pas la GSS qui va faire le choix de dire ben non, moi ce jeu-là, je refais pas le packaging parce que j'ai pas envie que ce soit suremballé, etc. quoi. Vu que les structures de taille moyenne commencent à grossir de plus en plus, aujourd'hui, ils ont encore besoin de cet argent-là de la GSS, qui est une manne d'argent assez importante, et c'est une problématique qui est très compliquée à gérer pour eux. Donc, enfin, si demain tu vas voir un Yellow ou un Asmodée et dire est-ce que tu es prêt à t'asseoir sur la manne financière que représente la GSS pour te concentrer uniquement sur l'hyperspé, je pense qu'économiquement, ça ne serait pas viable et ça s'accompagnerait de licenciements, de réduction d'effectifs et tout ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réflexions qui sont menées. Par exemple, il y a le groupement des boutiques ludiques. Alors, ils étaient là tout à l'heure, ils sont partis, mais ils mènent aussi une réflexion par rapport à ça. Par exemple, sur essayer de profiter du volume, qu'on soit plein de boutiques différentes, pour faire un sac de jeux en tissu plutôt que chacun imprime ses petits sacs en papier dans son coin. C'est aussi le fait de dire maintenant, vu qu'on est 150, on va pouvoir faire pression sur les distributeurs en disant ta mousse au couteau gonflante pour protéger les jeux dans les cartons, on n'en veut plus. Essaye de trouver une autre solution. Après, c'est toujours une question de rapport de force. Le jour où Asmodée, Gigamic, Yellow représenteront auprès de la GSS des mannes financières suffisamment importantes, ils pourront peut-être aller voir Cultura en disant non mais là ton suremballage pour qu'on glisse les jeux dans des rails, tu peux t'asseoir dessus. Oui, mais aujourd'hui le rapport de force, il est dans l'autre sens. Mais après, c'est aussi est-ce que le rapport de force, c'est pas aussi les consommateurs à un moment qui doivent rentrer dedans et dire maintenant les jeux avec les suremballages, je vais pas les acheter chez Cultura, je vais préférer acheter la version sans suremballage dans une boutique ultra spé, quoi. Sur l'écologie, il y a ce piège, c'est le piège du c'est qui commence. Ouais, mais non, mais c'est à l'État de faire un choix. Ouais, mais non, mais c'est aux entreprises de faire un choix. Oui, mais si les consommateurs changent, tout va changer. C'est pas une question de qui commence. C'est tout le monde maintenant, ou sinon de toute façon, on se posera plus la question d'ici 10 ans, quoi. Et c'est pour ça, enfin, moi, dans ma démarche, ouais, tu vas dire, j'ai imprimé 10 t-shirts en coton bio, ça représente rien du tout. Mais toutes ces petites additions, si demain le GBL fait ses sacs en tissu plutôt que des sacs en papier, ça va être une pierre supplémentaire. Enfin, et à un moment, il y aura un engrenage qui sera forcément positif, quoi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions en particulier pour le moment ? D'accord. Alors, du coup, je voulais voir avec vous, parce je ne sais pas lequel de vous a posé le slide, mais merci, à changer le slide. Donc là, effectivement, on a commencé à discuter plutôt du rôle du joueur, mais aussi donc, des boutiques, mais aussi des cafés ludiques. Maintenant, je sais qu'un peu chacun de vous avez des initiatives un peu personnelles, parce que vous y tenez, parce que c'est des choses qui vous touchent et que vous êtes engagé. Je vous propose d'en discuter déjà. Florent, si tu veux discuter de ce dont on avait parlé la première fois qu'on s'était vu, ce que tu as monté à Lyon. Ah, alors non, je vais pas monter, c'est en cours. Ah, c'est en cours, oui, pardon. Oui, c'est en cours. Ça fait, je sais pas, ça fait 6 ans que c'est en cours. Mais ça va. J'espère que ça va éclore. En tout cas, là, je me démène un peu plus pour que ça. Je me démène un peu plus pour que ça éclose l'année prochaine, si tout va bien. Ça serait cool. C'est une nouvelle gamme, une nouvelle collection, une nouvelle marque en fait, chapeautée par Opla, mais un nouveau truc qui s'appelle les Jeux de Lyon. Et qui est clairement inspiré par... Donc on habite à Lyon, nous. Et qui est clairement inspiré par une BD qui existe à Lyon, en fait, qui s'appelle Les Rues de Lyon. Donc c'est les gens qui s'occupent des rues de Lyon, c'est des gens que je connais très bien, avec qui j'avais déjà bossé, et puis que j'admire complètement parce qu'ils sont tout ce qu'ils font est plutôt pertinent. Et donc du coup, ces rues de Lyon, ça fait 4 ans que ça existe maintenant. C'est une BD qui fait 12 pages, format A4,
Il y en a une par mois qui paraît, c'est soit dans le commerce, soit sur abonnement. Ça parle, c'est un auteur de BD lyonnais, un illustrateur lyonnais, c'est fabriqué à Lyon, et ça, chaque mois ça parle de façon plutôt intelligente et fun d'une anecdote de l'histoire lyonnaise, voire quelque chose de contemporain, mais sur Lyon en tout cas à chaque fois, un point lyonnais. Là on est au numéro 53 je crois, et puis ça marche plutôt bien, puisque le numéro qui c'est le moins vendu, je crois que c'est 3000 exemplaires, et celui qui c'est le plus vendu, je crois que c'est 9000 exemplaires. Donc en sachant que c'est quelque chose de local qui ne parle que de Lyon, 9000 exemplaires d'un truc, c'est quand même plutôt cool, quoi. Et en plus de ça, le modèle économique de ce machin-là est absolument génial. Il court-circuite tous les systèmes qu'il y a habituellement. Donc ça coûte 3 € en librairie, sur abonnement, peu importe. Ça coûte 3 €. Donc c'est pas une société, c'est une association qui fabrique ça, qui s'occupe de ça. Sur les 3 €, eh ben, c'est tout simplement divisé par 3. Il y a 1 € pour le revendeur, 1 € pour l'association donc, qui s'occupe de la fabrication, qui édite la revue, et 1 € pour les créateurs, donc auteurs-illustrateurs. Ce qui veut dire que l'auteur-illustrateur, ou des fois l'auteur seul, parce que quand il est lui-même illustrateur, ce qui arrive souvent dans la BD, l'auteur touche 33% du prix final, voilà, du prix public. Ce qui est un truc absolument faramineux, parce que c'est 11-12 fois plus qu'un pourcentage normal en fait. Et du coup, c'est un truc qu'on essaye de reproduire, enfin que j'essaye de reproduire là, en ce moment pour le jeu de société. Donc le modèle qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est pareil, c'est un petit jeu matériel minimum en fait, donc 55 cartes dans un petit étui, qui serait vendu 9 € prix public. Avec un auteur de jeu lyonnais. À Lyon, on a la chance d'avoir un foyer d'auteurs de jeux de qualité qui est plutôt gros, puisqu'on a la cale, donc on a créé il y a je sais pas combien de temps d'ailleurs, 7 ou 8 ans maintenant, 8 ans, la cale, donc le collectif des auteurs lyonnais, et du coup maintenant on a une quarantaine d'auteurs à Lyon, ce qui est un vivier plutôt sympa. Au niveau des illustrateurs à Lyon, c'est carrément pareil, puisque notamment dans l'école Émile Coll, qui est une école d'illustration qui est plutôt renommée sur le plan européen, donc du coup pareil, on a un vivier hyper important. Et donc voilà, un jeu d'auteurs lyonnais, d'illustrateurs, illustré par un illustrateur lyonnais, qui raconte comme toile qui soit un vrai jeu, alors un vrai jeu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais qui soit un jeu moderne, en fait, comme on l'entend ce soir, j'imagine, et qui est comme toile de fond, comme contexte, comme histoire, en fait, quelque chose du patrimoine de Lyon, et qui soit fabriqué à Lyon. Ça, c'est cette dernière partie qui pêche un peu en ce moment dans la recherche, justement, de fabriquer à moindre coût. Et sur le modèle économique, exactement la même chose, donc 9 € TTC, donc ça veut dire 7,50 € hors taxe, et ben 2,50 € pour le revendeur, 2,50 € pour l'éditeur, et 2,50 € pour les créateurs, auteurs et illustrateurs du jeu. Voilà, c'est le truc qu'on est en train de mettre en place. Alors moi, ça me tient vachement à cœur, du coup, parce que ça court-circuite les systèmes de distribution habituels. Le système économique est inédit, n'existe pas. C'est local, et voilà, ça me paraît le truc le plus pertinent. Ça n'existe pas encore. J'espère que là, je me bouge vraiment plus, parce que du coup, j'arrête pas d'en parler, donc au bout d'un moment, il va bien falloir que ça voie le jour pour de vrai, mais c'est quand même pas mal de taf. Mais ouais, c'est le truc qui me tient carrément à cœur en ce moment, et auquel j'essaie de m'atteler pas mal. Kevin, durant nos échanges, on avait discuté de quelque chose, d'une idée que j'aime beaucoup. Alors, toujours dans cette démarche éco-responsable, alors là, du coup, c'est plus moi le passionné qui va lancer ça à travers l'Oudendi, parce que ça me permet d'avoir un réseau, des contacts, mais c'est absolument pas pour gagner de l'argent, c'est de mettre en place un système de recyclage des punchboards. Alors les punchboards, je rappelle, c'est les planches de carton où on punch les pièces, parce qu'on n'a pas le droit de dire dépuncher, en fait, ça veut dire l'inverse, on dit puncher, pas dépuncher, où on punch les pièces et après on les met à la poubelle. Et vous vous dites, je les mets à la poubelle recyclage, c'est plutôt cool. Mais sauf qu'aujourd'hui, les poubelles recyclage, globalement en France, tout le carton qui est dans les poubelles recyclage n'est pas recyclé, parce que c'est confié à des groupes industriels qui en recyclent une partie si c'est rentable pour eux, ou parfois ils en incinèrent une autre partie. Enfin, ils font un peu... Ils en font un lot, ça part sur les marchés financiers. Si quelqu'un achète, c'est bon. Si personne achète, ça part à la poubelle. Et donc l'idée, c'est de dire aux joueurs, aux gens qui achètent les jeux, dans votre boutique locale, dans votre café-jeu local, dans votre ludothèque du coin, ramenez vos punchboards. Et l'idée, c'est travailler avec des gens qui vont recycler entièrement ces cartons-là,
en plus qui ont une démarche aussi sociétale pour réinsérer l'emploi et tout ça, et remettre des gens dans l'emploi grâce à cette démarche-là. Et là où c'est rigolo, c'est que ce qui n'est pas recyclé, du carton souillé et tout ça, bah, plutôt que de le brûler, on peut le broyer et le renvoyer aux distributeurs pour qu'ils les utilisent pour bourrer les cartons, plutôt qu'avec du plastique autogonflant et un peu dégueulasse. Et donc dans ce cas-là, on a une économie totalement circulaire, parce que le carton broyé qui sert à caler les jeux dans les cartons, bah, en fait il vient des jeux qui ont été vendus précédemment. Donc c'est un peu l'idée, c'est globalement, enfin, tous les acteurs du milieu du jeu qui sont impliqués, voilà, sont plutôt motivés. Après, il y a encore des questions de financement à trouver pour le ramassage, collecte et tout ça. Mais du coup, vu qu'on a commencé à discuter un peu avec Enjeux communs, je vais essayer de trouver des pistes avec eux et des gens qui pourraient me filer un coup de main là-dessus. Et c'est là où aussi c'est plutôt cool cette conférence, parce que ça a permis, je connaissais déjà Florent, mais je connaissais pas forcément la démarche d'Enjeux communs. Enfin, ça va créer des synergies qui vont permettre d'avancer tout ça, ou même des pouvoirs publics, s'il y a la ville de Parthenay qui a envie de faire remonter ça même un peu plus haut, ça pourrait être cool. Bah effectivement, on en parlait nous entre nous, mais on a déjà commencé à se rapprocher du flip cette année. Mais nécessairement, un festival comme celui-ci, il a un impact écologique. Et du coup, il y a des notions de peut-être on pourra travailler en partenariat sur comment rendre un festival finalement moins impactant de façon écologique. Il y a toute la question du recyclage qui est assez dangereux en général, parce que le recyclage, ça coûte quand même de l'énergie. Donc ça permet de réutiliser plusieurs fois une même matière, mais en soi, c'est pas non plus magique. Par contre, le recyclage, ça a une grosse valeur pédagogique. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, où est-ce que part ce carton? Est-ce que ça part vraiment au bon endroit? Par contre, il y a le côté, bah, là aujourd'hui, j'ai fait une bonne action et je me sens bien. Surtout que si la personne de toute façon elle allait à sa ludothèque, elle prend ses cartons, ses bouchons de bouteilles, je sais pas quoi, tant que c'est sur son trajet, en fait ça n'a pas ajouté une consommation supplémentaire. C'est surtout derrière la personne qui vient récupérer toutes ces petites punchboards. Bah, il vient comment? Il vient en camion. C'est un peu le coup de toutes les petites trottinettes électriques que maintenant on voit dans les grandes villes. Comment est-ce qu'elles sont chargées? Et ben, il y a un joli camion qui vient les récupérer au gasoil, qui les recharge et qui repart avec. Ou alors c'est un petit entrepreneur qui en prend 3-4 la nuit, qui est payé 50 centimes, c'est presque de l'esclavage on va dire. C'est le genre de choses qu'on préfère éviter. Par contre, il y a quand même le côté, on a fait quelque chose, on a tenté, on y va, ça nous donne envie, on mutualise. Il y avait le côté, effectivement, commencer à mutualiser pour faire ces sacs qui ensuite, en fait, les clients s'en servent à la fois dans la boutique, mais ils s'en servent aussi à l'extérieur. Du coup, ça a un impact même au-delà de la boutique. La mutualisation fait que, effectivement, les prix de production sont moins chers. C'est-à-dire que peut-être 2 ou 3 gros éditeurs qui ont besoin d'une machine spécifique pour un jeu, s'il y a tous les 3 qui ont besoin d'une machine à peu près similaire, par exemple, je sais pas, pour faire des petits pingouins comme pour l'Empereur, si les 3 éditeurs ont envie de faire un jeu sur la thématique de l'Arctique ou je sais pas quoi, ils s'arrangent tous les 3 pour faire l'investissement en France. Enfin bon, là on sort peut-être du côté du joueur éco-responsable, mais à chaque fois, si le joueur donne des propositions à son magasin, à sa boutique, aide à se rapprocher des boutiques locales, il y a vraiment un côté rapprochement. Il y a aussi le côté occasio, donc acheter les jeux d'occasion. Il y a rejouer, qui permettent de réparer des jeux parce qu'ils ont refait des pièces sur mesure quand des jeux ont été abîmés. Notamment les ludothèques, c'est génial pour les ludothèques puisque... Alors nous, au centre ludique, effectivement, on est allé visiter Rejouer récemment et effectivement, on travaille avec eux autant pour des jeux qu'on leur a donnés parce qu'on a aussi un renouvellement, alors sur du jouet plutôt, mais on a un renouvellement vraiment des jeux qu'on propose. Et à l'inverse, quand il nous manque des pièces d'un jeu, on a certains jeux qui sont plus édités ou qui ont changé d'éditeurs ou des choses comme ça, on va maintenant voir Rejouer, y compris sur des pièces Playmobil, enfin des choses comme ça, pour trouver justement cette petite pièce qui nous manque sans avoir à racheter un lot entier en fait. Mais finalement, c'est quoi un joueur éco-responsable?
un joueur éco-responsable, bon, l'industrie du jeu de société a effectivement un impact, mais finalement, c'est quelqu'un qui va faire attention un peu tous les jours. C'est plus une curiosité de tous les jours que de 2-3 actions de « Ah, je vais faire attention à ce que mon jeu soit ceci, ah, je vais faire attention à acheter cela ». C'est plutôt une curiosité de tous les jours de « J'ai 2 choix. Ils sont en face de moi, le choix est facile, je peux prendre soit l'un, soit l'autre. » Et ben, l'idée, c'est de faire le bon choix. Finalement, c'est rien de plus. Alors Florent dirait le moins mauvais, en fait, surtout. Ah, oui, oui. Ouais, le moins mauvais. Oui, le moins pire, oui. Oui, c'est Le vrai. moins pire, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est le moins pire. Et Est-ce puis que- je dirais aussi que c'est pas des pingouins, c'est des manchots. Ah, j'ai failli le dire. Ouais, j'allais faire la remarque. Je crois qu'on était quelques-uns à y avoir pensé. Cela dit, il a parlé d'Arctique. En Arctique, c'est vraiment des pingouins. Mais l'empereur, c'est des manchots. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut profiter, on a encore un peu d'Arctique, ça a presque fondu. L'année prochaine, on va plus en avoir. Je suis très sensible à la thématique, sinon je ne serais pas là. Et c'est vrai que ça fait un moment déjà que que j'ai déjà mis en place beaucoup de changements dans ma consommation dans tous les domaines de ma vie. Mais j'ai quand même eu certains moments d'analysis-paralysis où je me retrouve devant des rayons entre des trucs bio suremballés, des trucs pas bio, pas suremballés et qui viennent de loin. Donc effectivement, pour l'instant, je ne me suis pas retrouvée dans cette position face au jeu parce que je ne fais pas forcément gaffe au made in. J'achète le jeu qui me plaît et voilà. Mais du coup, de quelle manière, à votre avis, donc, tu parlais de tout à l'heure, un éco-score qui a été proposé, est-ce qu'il y aurait d'autres façons justement d'aider le consommateur à faire le choix le moins pire, qui évite cette espèce de paralysie insupportable de ne pas savoir lequel prendre, parce que c'est des calculs avec tellement de paramètres qui sont invisibles pour l'acheteur finalement, que c'est quasiment impossible quand on est sur le point d'acheter de... Déjà faire une conférence sur le flip appartenait, ça permet d'en discuter, c'est cool. Après, je pense que la vraie problématique sur le jeu de société, et qui rend peut-être le choix et l'information plus compliqué que sur d'autres types de produits, que ce soit de l'alimentaire, des cosmétiques et ainsi de suite, c'est que c'est de l'achat plaisir. On est là dans la passion, et tu le dis toi-même, j'achète le jeu qui me plaît. Et en fait, moi je suis pareil, en fait, ça m'arrive d'acheter des jeux sur Kickstarter, plein de figurines en plastique et tout ça. Et je vais pas ramper à genoux avec un fouet à me fouetter le dos. Mais je sais que j'ai conscience que cette pratique-là, c'est peut-être pas la plus saine qui soit. Après, c'est pas non plus l'idée de dire je vais acheter un jeu avec des figurines dedans et pour me donner bonne conscience, je vais acheter un jeu de Florent. Si j'achète un jeu de Florent, fais-le quand même. Hein. C'est parce que oui, tu peux le faire, acheter les jeux au plat. Mais si je le fais, c'est que le jeu qu'il a sorti me plaît. Donc je suis toujours dans cette démarche-là. Mais c'est vrai que inciter les gens à commencer à se poser les bonnes questions, tout ça, essayer d'en discuter au quotidien. En fait, moi, mine de rien, le simple fait de dire à mes clients, là, je vais te faire 2 devis, un sur du papier recyclé, un sur du papier pas recyclé, ça permet juste d'en parler. Et d'en parler, la personne va peut-être avoir des questions. Tiens, est-ce que tu peux me donner le contact de ton imprimeur? Parce qu'en plus des fly, est-ce que je pourrais pas imprimer mes règles sur du papier recyclé et ainsi de suite. Donc je pense que la première chose, c'est des initiatives comme aujourd'hui qui sont cool, qui permettent d'en discuter. Et après, c'est à chacun de prendre des petits morceaux de trucs qu'on a dit, de les retenir et de voir comment l'intégrer dans sa démarche. Mais je pense que demain, si tu vas dans une boutique de jeux, tu vas acheter le jeu qui te fait envie, quoi. Alors moi, pour le coup, j'ai une proposition. Bon, ça va peut-être impliquer d'acheter des jeux au plat, on va voir. Puisque l'idée, c'est que c'est pas avec le monde du jeu de société où nous, on va acheter 4-5 boîtes que vraiment on va détruire la planète, quoi. L'industrie en elle-même a un impact, mais ce sont tous les choix aussi qu'on va faire à l'extérieur, puisque finalement, le loisir de jouer à des jeux de société, c'est pas non plus le plus polluant au monde. Et même si du coup on imprime avec les bonnes boîtes, avec le bon bois, etc., on peut presque avoir même un impact positif. L'idée, c'est derrière de sensibiliser en fait les gens autour de nous au quotidien sur qu'est-ce que c'est que l'écologie, de c'est possible, on peut faire des jeux de société sur une boîte, et le jour où un auteur aura envie de créer son jeu de société, il va avoir l'idée de en fait ça existe, quelqu'un m'en a parlé, de je peux imprimer mon jeu par-ci, par-là. C'est plutôt un peu une discussion de tous les jours, les petites bonnes idées
plutôt que les grosses frustrations ou les grandes épreuves. J'ai vraiment envie de dire, on prend celui qui travaille chez Total mais qui va travailler à vélo. Il est gentil, mais il pourrait peut-être s'arrêter de bosser chez Total. L'idée, c'est pas l'industrie du jeu de société qui est la plus impactante, c'est derrière, il y a des choix de vie à faire. Et ça, c'est en fait le vrai joueur éco-responsable. Quand on dit c'est à vous de jouer, nous on propose dans Jeu commun en fait de sensibiliser les gens autour de nous, de contacter notre école, la cantine de nos enfants, quels jeux ils vont jouer, est-ce qu'ils vont se retrouver sur des jeux vidéo le soir ou est-ce qu'ils vont se retrouver entre amis autour d'une table à faire un peu d'interaction sociale, à jouer avec leurs amis. Bizarrement, mes parents m'ont toujours poussé à sortir dehors, ils étaient extrêmement contents lorsqu'ils m'envoyaient jouer avec un ballon à l'extérieur. Mais faire une partie de jeu de société à l'extérieur, c'est très bien plutôt que de jouer à un jeu vidéo qui, Internet, a un impact monstrueux. L'impact derrière la technologie, il est immense. Il vaut mieux jouer 10 000 fois à un jeu de société que de jouer 2 heures à un jeu vidéo ou de se mettre devant une vidéo YouTube finalement. Non, mais j'ai envie de dire plein de trucs. Le premier, c'est par rapport à la position de Florent. Ça fait... Non, mais dans ta position physique, mais... je suis arrivé dans le monde du jeu il y a 7-8 ans au final, et la vision qu'on peut avoir de toi et de ta pratique, qui il y a 7-8 ans peut-être Luluberlu hippie, puis ah mais c'est bien ce qu'il fait quand même, hein. Et puis maintenant on lui donne la parole quand même parce que ça pourrait être intéressant de l'écouter. Je pense que c'est quand même quelque chose qui évolue, qui est significatif de quelque chose. Ensuite, pour répondre vraiment à la question de Doria, il y a plein de trucs qui pourraient être faits aujourd'hui sur l'information du consommateur. Tout à l'heure, je l'ai dit très rapidement, hein, mais la police de caractère au dos de la boîte, sur les sites d'information, par exemple, ou aujourd'hui les médias ludiques, d'une part, ou en boutique, d'autre part, on a l'auteur, l'illustrateur, de plus en plus l'illustrateur, hein, ce qui n'était pas gagné pour leur métier, l'éditeur. Mais pourquoi derrière on n'a pas où est-ce que c'est produit? Juste, si on nous force à le lire, on le lira. Oui, sauf que c'est mensonger. Parce que c'est ce qu'on disait en fait. La plupart du temps, quand c'est marqué, le jeu comme le reste, hein, quand c'est marqué en France ou en Europe, bah, ça reste faux en fait la plupart du temps, simplement. Il n'y a rien, et ce que je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas d'organisme qui peut certifier ça, et ce qu'il y a, bah, ça reste frileux en fait, mine de rien. En fait, il faudrait que nous trois on fasse un écolabel et qu'on valide presque nous-mêmes les jeux, quoi. Le deuxième point, pardon Florent, tout à l'heure tu as parlé très très vite d'un truc qui était parti tout de suite en disant, au tout début de la conf, aux États-Unis ça va changer bientôt. Pourquoi l'impact, notamment sur l'importation, devrait changer bientôt? Je ne sais pas si tu parles des accords douaniers ou des... Non, je pense juste que le monde va dans une direction qui fait que très vite, ça sera plus possible qu'il y ait autant de transport en tant qu'heure que maintenant, que ça sera plus possible de prendre l'avion. Internet va mourir dans moins de 40 ans en fait. Ce qu'on est en train de faire maintenant, produire des jeux de société, on en parle, là on fait les aveugles, mais en fait on fera autre chose bientôt, parce que ça sera plus possible, on ne pourra plus vivre comme ça. Même si je le fais en France, je suis persuadé que ça sera plus possible de produire 5000 exemplaires d'un produit de loisir en fait. Et je ne sais plus ce qu'on disait en fait, il y a 30 secondes. Alors du coup, je pensais que tu parlais d'autre chose. Alors, non, oui, d'accord. Alors du coup, je veux dire, quand tout le monde, mais de façon complètement irréversible, et surtout les gouvernements se rendront compte qu'il faut agir, bah, ça sera déjà trop tard. Mais du coup, les restrictions seront drastiques. Et les transports seront taxés considérablement avant d'être complètement interdits, ne serait-ce que parce que déjà il y aura plus d'hydrocarbures pour faire avancer les bateaux. Ça sera dans les décennies qui viennent, mais dans les quelques décennies, tout va tellement changer qu'on va nous contraindre pour de vrai à changer. Donc là, ça ne viendra enfin pas de nous, ça sera trop tard, ça viendra des instances gouvernementales. Mais ça va venir. Il y a plein de syndicats dans tous les domaines qui sentent le truc et qui du coup commencent à modifier les processus et les façons de faire parce qu'ils savent qu'il faut s'adapter en fait.
C'est gai, hein. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Kevin pour répondre à ta question, qui était la question de, en fait, à un moment, le consommateur, quand il va acheter son jeu, il va acheter le jeu qu'il a envie d'acheter. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avoue que je crois peu au fait que donner accès à l'information au consommateur de ce jeu-là, il a tel écolabel, ce jeu-là, il est produit là. En fait, ça va pas changer le fait que, en tant que consommateur, quand tu achètes un shampoing, en fait, je caricature, mais tu veux un shampoing. Et en fait, tous les shampoings, ils vont te laver les cheveux. Alors, quand tu achètes un jeu, tous les jeux vont pas donner la même expérience. Et du coup, tu vas vouloir un jeu particulier. Et c'est pour ça que je crois davantage à l'action de l'éditeur. Et après, peut-être que j'ai ce regard-là aussi, parce que j'ai pas juste la casquette joueur. Mais je crois davantage, du coup, à des choses dont on a pu parler plus tôt, qui sont la question de: est-ce que le modèle économique du jeu de société ne devrait pas être amené à évoluer ? On parlait plutôt de la question de: est-ce que plutôt que vouloir produire des centaines de milliers de boîtes et qu'en fait on est et que le modèle économique ce soit une boîte achetée, des sous dans la poche de l'éditeur et de l'auteur, peut-être que justement si on est sur un modèle où on produit moins de boîtes, des boîtes peut-être plus chères parce que produisent localement, mais qu'en fait c'est avec une redevance parce que ce n'est pas l'achat de la boîte par l'individu, par l'acheteur, par le joueur qui prodigue les revenus, mais peut-être que là justement on peut avoir un modèle qui sera davantage pérenne, etc. Mais je pense que l'action individuelle en tant que joueur aujourd'hui, elle, là où elle est limitée, c'est que quand on va vouloir acheter un jeu aujourd'hui, le joueur, on ne lui donne pas de choix. C'est-à-dire qu'en fait, à la rigueur, on peut lui donner le choix de dans quelle boutique il va acheter le jeu. Ça, pour le coup, c'est entre guillemets une réaction responsable, parce que vous parliez, donc, quand vous parliez de la question de quels emballages. Voilà, est-ce qu'on va acheter plutôt à Cultura où c'est suremballé ou dans une boutique hyperspé. Donc là pour le coup ça a du sens, mais en dehors de ça, le joueur je pense a beaucoup moins de choix et d'options que l'éditeur. C'est pour ça que je rejoins aussi beaucoup les problématiques qui ont été amenées, que l'éditeur c'est aussi à lui de prendre des décisions de où est-ce que je vais produire, quelle va être ma production, où est-ce que je vais l'envoyer, etc. Alors moi je vais juste te poser une question du coup, c'est quoi ta marque de shampoing ? Et c'est pas une blague, j'imagine que comme 99% des gens, tu as du shampoing liquide dans une belle bouteille en plastique. Amuse-toi pendant 6 mois, à laisser de côté toutes les bouteilles que tu utilises. Et tu verras la quantité de plastique que tu as utilisé pour te laver les cheveux. Derrière, pose-toi la question de quelles matières premières ont dû être utilisées pour ça, puis l'énergie qui ont été utilisées pour ça. Et il y a des alternatives. Aujourd'hui, il y a des shampoings solides. Je ne dis pas que le fait d'avoir des informations sur la manière dont sont fabriqués les jeux, dans quelles conditions sont fabriqués, va aiguiller le choix du consommateur final. Ça, c'est utopique aujourd'hui. Mais avoir ces informations-là, ça te permet de faire ton achat en pleine connaissance de cause et en pleine conscience, et que les gens qui continuent à acheter du shampoing liquide, c'est pas très très grave. L'idée c'est pas de les convaincre d'acheter du shampoing solide, mais le shampoing solide ça fait des cheveux tout aussi doux et soyeux que le shampoing liquide. Voilà. Mais c'est parce qu'à un moment je me suis posé la question aussi de ma consommation. Il y avait l'aspect de facilité. C'est vrai que demain si tu vas chez Auchan ou c'est un Hyper U à Parthenay, je suis pas certain que tu trouves du shampoing solide. Il faut aller chercher d'autres circuits de distribution et tout ça. Mais je me suis posé cette question-là parce qu'à un moment, je me suis dit, merde, le plastique que je jette, comment il a été produit ? Et quand je vois comment il a été produit et l'impact qu'il a sur la planète, je me suis dit, je vais changer mes habitudes de consommation. Et peut-être que si certains joueurs ont les mêmes informations sur la manière dont sont produits les figurines en Chine, comment sont transportés les jeux depuis la Chine jusqu'en Europe, ils vont peut-être aussi se poser des questions sur leurs habitudes de consommation. Plutôt que d'acheter 3-4 jeux par mois, je vais plutôt en acheter qu'un seul. Et plutôt que d'en acheter qu'un seul, je vais peut-être plus acheter des jeux, mais je vais aller les consommer dans les cafés-jeux ou via des sites de partage et tout ça. Donc, ça ne va pas impacter l'aspect final. Si demain j'ai envie d'acheter le dernier jeu qui est sorti et qui me donne trop envie, j'irai toujours l'acheter. Mais le simple fait d'avoir la conscience de l'impact que ça va changer les choses. Et après, sur l'aspect éditeur, évidemment, ils ont une part à jouer, mais tout comme le consommateur, la boutique ont des choses à faire dans cette voie-là, quoi.
Sauf qu'on parle quand même de jeu et que c'est quand même, on fait tout pour que ce soit des objets culturels et du coup on ne devrait pas avoir à choisir en fonction de comment il est fabriqué en fait. On devrait juste avoir à choisir parce que c'est le jeu qui nous plaît, qui nous convient et qui nous fait envie. Et du coup c'est juste, en fait ça doit peut-être venir en fait des plus gros, de ceux qui sont en haut de chaîne en fait, ouais, peut-être les éditeurs, les distributeurs, etc. Parce que le joueur il a pas, moi si j'ai envie de lire un bouquin, je vais lire le bouquin que j'ai envie de lire, mais je vais pas le lire parce qu'il a été imprimé en France et pas en Italie. En fait, c'est stupide. J'ai envie de lire le bouquin de ce gars-là. Et du coup, les jeux, c'est pareil. En plus, on se bat assez pour que ce soit un objet culturel. Donc, faisons et que le joueur achète le jeu qu'il veut, mais pas parce que... ça devrait pas entrer en compte, en fait, la façon dont il est fabriqué et où il est fabriqué. Après, il y a quand même 2-3 petites choses où, du coup, pour éviter de prendre le client pour un mouton, moi, par exemple, un de mes jeux favoris, c'est Smash Up. Smash Up, on retrouve les mêmes mécanismes qu'un trading card game, style un Yu-Gi-Oh, un Magic. Et du coup, plutôt que d'acheter 10 000 boosters et d'espérer un jour avoir la carte qui nous intéresse, et finalement d'avoir imprimé 10 000 cartes, on retrouve le même sentiment, la même émotion dans une partie Smash Up, en tout cas c'est mon sentiment, que dans une partie de Magic. Alors effectivement, c'est pas bandant parce que, ah ouais, mais tous mes copains, ils sont en train de faire une collection de cartes Magic, mais le côté jeu ludique, et on s'éclate à faire une partie Smash Up, quoi. Ouais, mais pour revenir sur l'exemple du livre, il y a aussi des manières différentes de consommer le livre. Une fois que tu as acheté le livre parce qu'il te plaît, tu peux le laisser dans les petites bornes pour passer au suivant. Tu peux te dire, non, j'ai pas besoin de posséder personnellement le livre, je peux aller le lire en bibliothèque ou l'emprunter aux copains. Et c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas forcément ce raisonnement-là sur le jeu de société, quoi. Alors, non, mais ça vient de plus en plus quand même. Le fait que fleurissent partout des barrageux qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, et puis qu'il y ait des démarches en fait, des systèmes de location, des systèmes ça vient petit à petit. Et peut-être que c'est juste une nouvelle façon de jouer et de consommer du jeu en fait. Peut-être qu'il ne faut plus qu'on produise 5000 boîtes et peut-être que du coup il faut que les auteurs soient rétribués de façon complètement différente, ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut trouver d'autres systèmes en fait, qu'on pense juste mal actuellement et qu'il faut qu'on refonde le truc. En fait, c'est pas forcément peut-être, c'est une question d'adaptation maintenant, parce que de toute façon, il va falloir s'adapter. On prend l'exemple des bouteilles de shampoing. Aujourd'hui, ces bouteilles de shampoing, on les retrouve finalement dans des déchetteries en Indonésie. Sauf que du coup, les pays commencent à refuser à prendre nos déchets. La Chine a refusé à prendre nos déchets. Les États-Unis commencent à refuser à prendre nos déchets. Un jour, va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Du coup, le prix de nos déchets va finir par, le traitement de nos déchets va finir par augmenter. Le prix de nos punchboards qu'on envoie à la poubelle va finir par nous faire coûter. Il y a les mairies qui commencent à faire payer des taxes à la levée de poubelles que l'on met en face de chez nous. À chaque fois qu'on met la poubelle en face de chez nous, on paye une petite taxe et du coup, ils poussent un peu à faire du zéro déchet. C'est plus une question de est-ce qu'on a le choix de le faire ou pas. C'est une question de comment est-ce qu'on fait mieux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une planète à peu près vivable? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des bons jeux de société, pour continuer à s'éclater et continuer à jouer demain, en fait. Mais sans... Et puis c'est vrai que moi, ça fait plus d'1 an que je suis passé au shampoing solide et j'ai le poil soyeux, tout va bien. Je vous invite à vérifier après, à la fin de la conférence. J'aimerais juste faire une dernière petite proposition sur le côté sensibilisation. L'avantage d'un jeu de société, quand on veut sensibiliser quelqu'un, et là c'est plutôt de la gamification, c'est qu'il suffit de lire la règle du jeu pour devenir animateur. Donc c'est le boulot d'Enjeux communs. En fait, on essaie de former des animateurs qui souhaitent devenir indépendants, entrepreneurs ou en faire un complément de salaire pour devenir en fait animateurs. Et nous, on essaie de donner des conseils sur comment est-ce qu'ils peuvent contacter leur école, comment est-ce qu'ils peuvent contacter leur mairie, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact dans l'association du coin, et qui en fait deviennent eux-mêmes une graine qui sensibilise les gens autour d'eux. Si jamais vous êtes amoureux des jeux de société et que vous avez envie de parler un peu d'écologie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, derrière, on essaie de se déplacer pour former du monde et les rendre autonomes. Ce sera la meilleure façon qu'on ait de toucher tout un pays, parce qu'effectivement, on est face à un problème systémique. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution systémique? C'est une personne qui forme une personne, qui en forme 2, qui en forme 3, qui en forme 10. Et à la fin, on a touché tout le monde. Qui en discute, en fait. Exactement. Le débat, c'est vachement important. Juste rendre curieux les gens. S'ils arrivent à se poser la première question, tout le boulot est fait. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour. Je vous remercie vraiment d'être venus ce soir. J'espère que vous avez pu avoir des
des réponses aux questions que vous posiez, à apprendre des choses, à avoir des pistes un peu de travail au sein de votre vie personnelle, de joueur ou professionnelle. Je remercie vivement Florent, Sébastien et Kevin d'avoir participé et d'avoir alimenté toute cette conférence. Je remercie aussi le Flip de nous avoir invités à monter cette conférence et nous avoir mis à disposition ce très beau théâtre. Et donc pour ma part, je vous donne rendez-vous donc les 28 et 29 septembre à Boulogne-Billancourt pour Créa Games. Créa Games, c'est notre week-end dédié à la création ludique. Donc voilà, il est d'ailleurs même peut-être possible qu'on fasse une conférence cette année ou l'an prochain encore sur cette thématique, peut-être avec d'autres personnes pour avoir encore plus de vision et d'exemples voilà, de ce qu'on peut faire maintenant. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.